Bonsoir YouTube, bonsoir tout le monde. Alors voilà, est-ce que ça nage? On va pas parler d'eau, on va pas nager dans l'eau ce soir, mais on va parler d'eau. Alors moi je viens de sortir d'un bonsoir Loïc. Ouais, excuse-moi, je t'ai pas donné la parole, désolé, parce qu'on vient de faire un. Bonsoir Didier, bonsoir à tous, bienvenue sur cette présentation. Voilà, on a salué, on a fait une présentation rapide sur Facebook pour ne pas oublier, pour ceux qui ont peut-être pas cliqué sur la cloche et le rappel. Et en même temps, j'en profite pour tous ceux qui nous regardent, je repasserai l'animation à la fin. Mais voilà, n'hésitez pas à faire un like sur Facebook et puis à vous abonner sur la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton abonner. Mais ça ne suffit pas, il faut aussi cliquer sur la cloche pour être notifié. Et puis évidemment, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça aide au référencement de la vidéo. Voilà, on vous remercie au passage si vous le faites. Je referai ça juste à la fin, histoire que de faire en sorte que de vous rappeler en fait ce bon geste qui permet de diffuser. Alors ce soir, on va parler de l'eau. L'eau, c'est important. L'eau est précieuse. On parle de l'or bleu. C'est pas pour rien. Hein, après l'or noir, l'or bleu. Aujourd'hui, on connaît la fin de l'or noir. Il serait dramatique. L'or bleu. On peut vivre sans l'or noir. On ne peut pas vivre sans l'or bleu. C'est vital pour l'être humain et pas que pour l'être humain, pour tout le vivant. C'est un fluide qui est essentiel. On dit qu'il est responsable de la naissance de la vie. Même les scientifiques, à un moment donné, se posaient la question ailleurs, dans les exoplanètes découvertes grâce à Hubble, dans ce qu'on appelle les exoplanètes. Pour eux, le paramètre principal, s'il y a de l'eau, il peut y avoir de la vie. Si c'est une planète où il n'y a pas d'eau, il est peu probable qu'il y en ait, et on comprend pourquoi. C'est une force phénoménale. On voit que l'eau est extrêmement puissante, et si vous voyez une roche avec de l'eau, c'est qui gagne? C'est toujours l'eau, parce que par érosion, elle met du temps, mais elle finit par ronger la roche, hein, qui paraît dure et plus solide. Ça vous montre juste là la puissance et l'importance de l'eau, déjà. On va voir toute l'expertise ce soir de Loïc pour la qualité de l'eau. On va voir qu'il y a un tas de paramètres scientifiques et d'autres qui sont plus, pas ésotériques, mais on va le voir, hein, il y a des choses, des valeurs de vitalité qui sont à prendre en compte et qui sont mesurables aujourd'hui. La science fait beaucoup de progrès, et Loïc Salé suit ça de très près et très pointu sur la question. On va l'écouter ce soir pour cette conférence exceptionnelle. Je vous remercie à tous. Et puis, il y aura un espace, évidemment, de questions pour tous ceux qui se posent des questions sur l'eau. Ça paraît évident. On boit tous les jours, on fait la vaisselle, on se lave, on l'utilise au WC. Mais en fait, il y a plein de choses à savoir sur l'eau qu'on ignore, qu'on utilise au quotidien, mais qu'on ne sait pas. Est-ce que j'ai fait une présentation qui te convient, Loïc ? Ah mais oui, c'est très bien, mon cher Didier. Merci beaucoup. De rien, merci à toi. Alors, on peut faire rapidement un CV de ton parcours. Qu'est-ce qui a fait, de ton côté, que tu t'es intéressé à l'eau? Parce que tu vois, je viens de dire que c'est évident, mais finalement, qu'est-ce qui est devenu quelque chose de spécial? Qu'est-ce qui t'a alerté de dire, tiens, l'eau, c'est pas aussi simple qu'on le croit? En fait, c'est vrai que moi, j'ai passé une bonne partie de mon enfance à côté de l'eau, puisque derrière chez moi, il y avait une rivière et même un croisement de rivières. Donc, j'ai passé du temps à observer l'eau, à faire des barrages, à observer comment les barrages s'écroulent quand la retenue est pleine, et à faire ensuite des radeaux et à observer l'eau qui déborde et qui envahit la cave de la maison, etc. Ça, c'était plutôt intuitif, en fait, dans l'enfance. Mais après, ce qui m'a reconnecté véritablement à la relation entre l'eau et la santé plus directement, ce sont les recherches de Marcel Violet. Marcel Violet, qui était ingénieur des arts et métiers dans les années entre 1930 et 1960-80, et qui a parlé de la biodynamisation de l'eau en France. Et il a donné une conférence qui est encore accessible, d'ailleurs, qu'on peut trouver sur YouTube, où il fait état de ses découvertes et de ses recherches. Et moi, quand j'ai écouté cette conférence il y a un peu plus d'une dizaine d'années maintenant, je me suis dit, mais oui, effectivement, c'est évident qu'il est possible d'avoir une meilleure santé en fonction de l'eau que nous consommons, puisque l'organisme est constitué en majorité d'eau. Et Marcel Violet parlait à l'époque de la biodynamisation de l'eau, chose que je ne connaissais absolument pas à ce moment-là. Et puis, quand j'ai écouté ça, ça a été un peu comme une révélation pour moi, une évidence. Et c'est là où le cycle a commencé pour moi dans le domaine de l'eau, de m'intéresser à ce sujet, de me renseigner, de rencontrer des chercheurs, et puis après, voilà, de faire des conférences, développer des outils. Tout ça s'est enchaîné au fur et à mesure, en fait, du temps. Donc, une prise de conscience par rapport à ce scientifique. On rappelle son nom?
Marcel Violet, voilà, comme la couleur, en fait. D'accord. Voilà. Et en parlant de couleur, à côté de toi, tu as un énorme vortex qui est juste magnifique et qui donne cette image de la vitalité. Il y a une symbolique forte là-dedans. C'est vrai qu'on fait tourbillonner l'eau pour la vitaliser. On verra, on le voit d'ailleurs dans la miniature où on te voit avec 2 bouteilles. Et c'est en même temps pour créer un vortex, ce qui dynamise l'eau en toute. Mais on verra, on en parlera justement sur ces fonctions de vitalisation. Alors, je sais qu'on avait dit un espace de questions après, mais il y en a une d'emblée, donc elle a stratégiquement posée. On répond, si tu veux bien, à cette question. Et puis ensuite, on enchaîne sur la conférence. Alors, c'est Blanche qui demande, elle a de l'eau de Gans. Est-ce que tu peux en parler de l'eau de Gans? Je sais pas, je connaissais pas. Gans. Et en même temps, moi, j'en rajoute une autre, l'eau de Quinton. Alors, l'eau de Quinton, c'est, je crois, de l'eau de mer. Est-ce que le fait que la salinité de l'eau entre en jeu, est-ce que le fait qu'on ait des larmes salées, on pleure de l'eau de mer, tout ça. Alors, eau de Gans, eau de Quinton, tous ces eaux en question florale ou autre ont une importance pour toi de fait que c'est un ajout. Et pourtant, l'eau a l'air de se suffire à elle-même. Alors, merci pour cette question, Blanche. Et comme tu en as ajouté une, Didier, je vais en ajouter une moi-même, et, Je t'en prie. en résonance avec l'eau de Gans, et à ne pas confondre avec l'eau du Gange. C'est proche en termes de mots, mais C'est vrai. pour le petit clin d'œil, il y a 3 ans, jour pour jour, je revenais tout juste de la source du Gange, à Gangotri, où je m'étais rendu avec un ami pour rencontrer pour avoir cette connexion avec ce que les Indiens qualifient de fleuve sacré, qui est tout à fait particulier quand on voit qu'ils s'y baignent, qu'ils la boivent et qui font un sacre en permanence de cette eau-là, et que bien qu'elle soit extrêmement sale et polluée, puisque le Gange sert aussi en fait de poubelle et de nettoyage des villes, eh bien, il y a quelque chose de très particulier dans cette eau du Gange qui est lié en fait à toutes les pratiques qu'il y a autour du Gange, pratiques spirituelles ou sacrées, et qui donne une autre dimension à ce fleuve-là, qui rend l'eau en fait de ce fleuve d'une certaine manière eh bien, propice à pouvoir être consommé dans un certain état d'esprit. Et on reviendra là-dessus aussi, puisque nous allons parler de qualité physico-chimique de l'eau, mais aussi énergétique. Et on va s'apercevoir à un moment donné qu'il y a une importance prépondérante de la position de l'expérimentateur, de son rôle et de son état d'esprit vis-à-vis de l'eau. Je mets ce sujet-là de côté pour répondre à l'eau de Gans. En fait, c'est un sujet, le plasma, qui a été amené par Meher Kesh, physicien nucléaire, et qui a parlé du plasma, qui est en fait le 4e état de la matière, c'est-à-dire une combinaison entre l'état solide, l'état liquide et, on peut dire, l'état gazeux stabilisé. Et là, on a une combinaison où on a une formation matérielle qui est en fait particulière et qui va émettre un niveau d'énergie vibratoire qui est assez important. Et donc, sur la base de la fabrication de ce qu'on appelle donc ces Gans, sur la base de différents métaux, en fait, hein, à la base c'est cuivre, fer et zinc, eh bien, une fois qu'on a fabriqué ces plasmas, on peut, en mettant de l'eau en contact, fabriquer des eaux particulières qu'on appelle des eaux de Gans, et qui vont avoir des propriétés spécifiques qui sont liées à la fois à la caractéristique de l'eau elle-même, un peu comme ce que tu dis, Didier, l'eau ne peut-elle pas se suffire à elle-même? C'est vrai, puisque l'eau intrinsèquement a des propriétés particulières, et en même temps, il est possible de combiner à l'eau d'autres éléments. Ici, en l'occurrence, c'est des métaux sous cette forme plasmatique particulière, et donc chaque métal va avoir une résonance spécifique, le fer, le cuivre, le zinc. Et c'est ce qu'avait aussi montré Marcel Violet à l'époque quand il a amené son outil de biodynamisation de l'eau, où il dynamisait de l'eau avec 7 métaux à l'époque: cuivre, zinc, fer, or, argent et manganèse, etc., magnésium, et qui ont été multipliés par la suite avec les recherches de Jean Pagot, ingénieur en physique des particules, qui a fait évoluer le système de Marcel Violet. Maintenant, il y a une vingtaine de métaux pour dynamiser de l'eau. Et en fait, l'idée, eh bien, c'est de combiner l'eau en tant qu'élément de base primordial, récepteur d'une information, de la combiner avec une autre information vibratoire qui est celle du métal, où là, on ne va pas considérer le métal comme élément physique, matériel, mais par rapport à sa caractéristique vibratoire, à l'émanation qu'il y a, la fréquence, la longueur d'onde qu'il y a du métal, qui va s'insérer au niveau de l'eau et qui va conférer à l'eau, en plus de ce qu'elle est elle-même, des propriétés particulières. Et donc chaque métal, en fait, a un spectre d'action spécifique.
On connaît par exemple souvent assez bien les propriétés du cuivre-or-argent, cette combinaison cuivre-argent qui est majoritairement bactéricide, virucide. Eh bien, les autres métaux également ont un spectre d'action qui va agir sur un ensemble de pathologies ou en tout cas de déséquilibre au niveau de l'organisme. Et ça peut être en fait inséré dans l'eau en termes, on va dire, d'information, de structure au niveau de l'eau, et qui, quand cette eau est bue, eh bien, apporte à l'organisme des modifications, des rééquilibrages particuliers en relation avec l'eau, ses propriétés, sa structure même, et en relation avec la dynamique même apportée par le métal, c'est-à-dire la fréquence particulière du métal. Donc l'eau de Gans, en fait, c'est ça, c'est la possibilité de produire des eaux sur la base des connaissances liées au plasma, avec des métaux, différents types de métaux, et ensuite d'utiliser ces eaux pour avoir une action sur l'organisme en termes de santé, d'équilibrage. C'est d'ailleurs une eau que j'utilise moi-même dans le module de vitalisation de mes outils Amilo pour vitaliser l'eau. Et pour répondre à ton observation par rapport à Quinton, qui est tout à fait juste aussi, Didier, Quinton était un biologiste des années 1900, en fait, qui s'est aperçu dans ses recherches et ses observations que notre organisme était constitué d'un ensemble minéral et que nous retrouvions, en fait, dans l'eau de mer, eh bien, les mêmes proportions que ce qu'il y avait au niveau de notre organisme, en termes d'équilibre minéral et de proportion minérale. Donc lui, il n'avait pas tout observé à l'époque, dans les années 20, mais par la suite, on s'est aperçu qu'effectivement, il y a exactement la même quantité, en termes surtout de proportion et d'équilibre, des éléments minéraux contenus dans l'eau de mer, qui sont les mêmes que ce que nous avons au niveau de l'organisme. Et donc, René Quinton, à l'époque, avait créé 4 dispensaires marins en France qui ont guéri des milliers de personnes, en fait, juste sur la base de l'eau de mer pure, donc à 33 grammes de minéraux par litre, et de l'eau de mer mélangée à de l'eau de source, ramenée à l'équivalent des liquides organiques, 9 grammes de minéraux par litre. Et donc, les deux, on va dire, eaux permettaient de traiter des pathologies particulières. Tout ce qui était eau de mer pure, c'était plus pour apporter de la tonicité à l'organisme quand on a des carences minérales et pour tous les sportifs, etc. Et puis, l'eau de mer, qu'il appelait lui isotonique, c'est-à-dire ramener à l'équilibre des liquides organiques, eh bien, servait plutôt pour tout ce qui était, on va dire, pathologie plutôt chronique, ancrée plus en profondeur à l'intérieur. Et donc, cet équilibre amenait un équilibre plus progressif dans un fonctionnement optimal de l'organisme. Et donc, le plasma de Quinton est toujours accessible aujourd'hui pour traiter différents types de pathologies. Et d'ailleurs, le laboratoire Quinton qui produit l'eau de Quinton en Espagne utilise lui-même des processus de structuration de l'eau au cours de sa fabrication. Donc, on a à la fois les éléments minéraux de l'eau de mer et puis donc qui est prélevé aussi d'ailleurs dans la Manche dans un endroit particulier, puisque ce n'est pas que l'eau de mer comme ça, mais c'est prélevé dans un endroit où on a une dynamique tourbillonnaire, ce fameux tout ce qu'on voit derrière, oui. Voilà, exactement. Et où on a, dans cette zone tourbillonnaire particulière, des phytoplanctons, c'est-à-dire des micro-organismes qui vont permettre d'avoir une transformation de ces éléments minéraux dans une forme facilement assimilable par l'organisme, une forme organique, ce qui va rendre d'autant plus intéressante ce plasma de Quinton par rapport à sa possibilité d'être facilement assimilé par l'organisme, donc l'eau et l'ensemble des éléments minéraux contenus dans cette eau-là. Et chaque élément va du coup apporter un intérêt au niveau de l'organisme par rapport à cette spécificité minérale qui est encore une fois une vibration en fait. Et cette vibration-là, elle génère un équilibre spécifique au niveau de l'organisme. Voilà. Alors, on voit que finalement, ce que tu viens de dire, plus facilement assimilable, est-ce qu'on pourrait parler, comme l'équivalent en aviation, de travailler sur l'aérodynamisme d'une fusée pour qu'il y ait une meilleure pénétration dans l'air? Là, ça serait une assimilation, une digestion, une assimilation par le corps plus rapide, plus directe de l'eau. Là, on travaille l'aérodynamisme de la pénétration de l'eau, de l'assimilation qu'a notre corps via ces phytoplanctons que tu as et ces vortex là dont tu parles. Est-ce qu'on s'approche de ça? Oui, alors mon cher Didier, effectivement, tu es très bien inspiré puisqu'il se trouve que René Quinton lui-même, qui était biologiste en fait à la base, s'est questionné en fait sur le fonctionnement des organismes en observant notamment les oiseaux. Il avait conçu à l'époque des ailes d'avion
en observant les ailes des oiseaux, donc ça rejoint ton observation, je vois que tu es très inspiré. Et René Quinton, en fait, lui-même avait tiré ses observations, ses conclusions et ses recherches sur l'observation de la nature. Ah, j'étais pas au courant en premier, hein. J'ai juste pensé à ça. Ouais. Voilà. Merci. Voilà, c'est tout à fait en lien. Et après, ce qui l'a amené en fait à se questionner sur les liquides organiques et le fonctionnement de l'organisme par rapport à ça et l'eau de mer, etc., ce sont les animaux à sang froid. Là, il s'est questionné sur comment fonctionnaient ces animaux-là, et là, ça l'a amené en fait après sur l'eau de mer. En fait, au niveau de la Manche, à d'autres endroits sur la planète, il y a ça aussi. On a ces formations tourbillonnaires particulières qui sont générées à la fois par les mouvements des grandes marées et aussi par des zones spécifiques où il peut y avoir cette création de tourbillons. Et c'est en fait dans cette création de cette dynamique tourbillonnaire que on a la présence de phytoplancton en quantité. Et ces phytoplanctons, en fait, sont des micro-organismes qui vont avoir la particularité de, on va dire en quelque sorte, digérer les éléments minéraux pour les amener dans une forme organique. Et cette forme organique va être du coup directement, facilement assimilable par l'organisme. Donc, ce qui fait que cette eau-là, on a une action à la fois du minéral et il y a aussi une combinaison avec l'eau elle-même et ses propriétés, parce que quelque part, au-delà de la dimension, je dirais, purement minérale de l'eau de mer, il y a aussi une dimension qui est celle de l'eau de l'océan en soi. C'est-à-dire que cette eau-là, c'est pas la même eau qu'une eau de source, c'est pas la même eau qu'une eau de rivière, c'est pas la même eau qu'une eau du robinet. C'est une eau qui comporte en elle-même une structure et une information qui est celle de l'océan, avec tout ce que ça comporte de nature, de puissance et de vie. Exactement. Voilà. C'est extraordinaire. Donc on parle d'informationnel. En parlant sur l'eau de Gand, ce que je retiens, c'est qu'à un moment donné, c'est vrai que les métaux, tu parlais de cuivre, de zinc, de fer, etc. Évidemment, on ne prend pas les métaux pour les dissoudre dans l'eau, mais simplement en prendre les vibrations, parler de vibrations et d'informations. Donc on informe l'eau, ce qui fait que quelque part, l'eau est, on simule la présence de métal et l'eau ne fait pas de différence entre avoir le métal trempé à l'intérieur ou avoir l'information que le métal est présent. C'est assez particulier de voir que ces fréquences-là, c'est un peu comme si l'eau était programmable en quelque sorte. Hein, on peut l'informer. Donc on ne peut s'empêcher, lorsque tu dis ces mots, à penser forcément à Emoto. Je crois qu'on peut pas couper à parler d'Emoto. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots, parce que Emoto avait justement étudié scientifiquement cet état d'esprit de bénir une eau, en fait de l'aimer, d'être indifférent, et de l'autre, pratiquement la procrastiner ou l'insulter limite. Il y avait ça. C'est peut-être un peu exagéré. Dans les faits, est-ce que tu peux nous recentrer sur la différence entre le mythe et la réalité par rapport à Emoto au niveau de l'information, qui est l'intention. L'intention informe l'eau. Oui, exactement. Et en fait, les travaux d'Emoto ont montré, je vais regarder si j'ai des images avec moi. Je les ai pas ici, mais bon, c'est pas gênant. Peut-être que tu en trouveras. En fait, Emoto est un chercheur médecin japonais qui, en fait, à un moment donné, s'est intéressé à l'eau et a cherché à observer l'eau sous une forme cristalline, donc sous forme de glace gelée. Donc, dans des petites boîtes de pétri, des boîtes de laboratoire, il mettait différents échantillons d'eau qui provenaient de sources, d'eau du robinet, d'eau de rivière, de différents endroits de la nature, et puis il les congelait. Et ensuite, il observe avec un microscope eh bien, quelles sont les formations cristallines apparentes. Et il s'est aperçu à ce moment-là que, eh bien, en fonction de la provenance de l'eau, voilà, on a là maintenant des cristaux qui sont présents et qui s'affichent. Et en fonction de la provenance de l'eau, eh bien, il y avait différentes formes cristallines qui apparaissaient. Une eau du réseau, eh bien, ne générait pas de formation cristalline apparente particulière. Que par contre, une eau de source, d'une source dans la nature, d'une source pure, eh bien, on avait une formation en étoile, un peu comme ce qu'on a pu voir tout à l'heure, avec 6 côtés, parfaitement équilibré, géométriquement égal. Et cette forme cristalline particulière, eh bien, elle revenait en fait en fonction des qualités de l'eau. Et donc, il a comme ça congelé différents types d'eau. Et puis, à un moment donné, il a eu l'idée de se dire, tiens, ben, je vais mettre l'eau, je vais émettre autour de l'eau des fréquences vibratoires de la musique, différentes sortes de musique, et je vais congeler ces eaux et je vais observer ce qui se produit.
Et là, il s'est aperçu, pareil, qu'en fonction du type de musique qui avait été mis autour de l'échantillon d'eau, eh bien, il y avait des musiques qui généraient des cristaux harmonieux équilibrés, hein, avec des proportions égales. Et puis, il y avait des musiques qui généraient des cristaux déstructurés, disharmonieux ou pas de cristal du tout. Et il a poussé encore ses expérimentations un petit peu plus loin et s'est dit, bah tiens, je vais parler à l'eau. Je vais lui envoyer des mots d'amour, de joie, de paix, de bienveillance. Et inversement, je vais l'insulter. Je vais lui envoyer des mots de haine, etc. Et là, pareil, cristallisation, etc., observation et même constatation sur les vibrations harmonieuses envoyées donc par la voix, pour le coup, hein, d'amour, de joie, de paix. Eh bien, on avait des cristaux organisés, structurés, harmonieux, équilibrés. Et quand il y avait une émission de haine, etc., autour de l'eau, eh bien là, à ce moment-là, le cristal était déstructuré, désorganisé ou inapparent, carrément, pas de structure en fait organisée. Et puis il a poussé encore un petit peu plus loin, il s'est mis à écrire des mots sur les échantillons d'eau, sur ces boîtes de pétri ou sur les bouteilles, le mot amour, le mot paix, le mot merci, le mot haine, le mot guerre, etc. Et toujours pareil, même constatation. Et pour aller un petit peu plus loin, après, ces expérimentations ont été reprises par un laboratoire, une école en Californie, qui lui a dit, bah, Monsieur Emoto, ce qu'on va faire, puisque bon, vos expérimentations, c'est bien, mais nous, on voudrait bien pousser encore un petit peu plus loin, c'est que, et faire, on va dire, avoir un protocole un petit peu plus scientifique. Donc, ce qu'on va faire, c'est que nous, on a 2 pièces dans notre école qui sont électromagnétiquement blindées. On va mettre un échantillon d'eau dans une pièce et l'autre dans une autre pièce. Il y aura donc un échantillon d'eau témoin et un échantillon d'eau test. Et vous, ce que vous allez faire, Monsieur Emoto, c'est que vous allez réunir des gens chez vous au Japon qui vont envoyer des pensées positives sur l'échantillon d'eau test. Et ensuite, on vous enverra ces 2 échantillons d'eau codés à votre laboratoire pour faire vos expériences et voir si vous observez quelque chose. Parce que Masaru Emoto avait fait aussi des expériences, hein, après avoir écrit les mots, d'envoyer des pensées sur l'eau. Et donc là, il y a eu un travail non seulement d'envoyer des pensées, mais en plus d'envoyer des pensées à distance. Donc l'expérience se réalise. Le groupe de personnes réunies par Masaru Emoto au Japon envoie des pensées pendant une vingtaine de minutes sur l'échantillon d'eau test dans l'école en Californie. Une fois que l'expérience est terminée, les 2 échantillons sont codés, ils sont envoyés au laboratoire de Masaru Emoto, qui les reçoit, qui les met dans ses boîtes de pétri, les congèle, ensuite fait ses observations au microscope. De ces 2 échantillons ressortent 100 clichés, photos, qui sont envoyés aux internautes sur Internet pour les noter. Et là, on a un second aveugle, hein, il y a eu 2 aveugles, c'est ce qui valide une expérience scientifique, entre l'école de Californie et le laboratoire des motos, et entre le laboratoire des motos et les internautes. Et les internautes, en fait, vont noter ces clichés obtenus comme étant plus ou moins, on va dire, harmonieux, jolis, équilibrés, etc. Plus le cristal est harmonieux, plus la note est élevée. Moins le cristal est harmonieux, ou plus il est déstructuré, plus la note est basse. Donc comme ça, les internautes notent. Et en fait, ce qu'on s'aperçoit à la fin de cette expérience-là, c'est que les internautes ont retrouvé à plus de 90%, ou je crois même que c'est 99%, oui, les internautes ont retrouvé à 99% l'échantillon d'eau sur lequel a été émis les pensées positives comme étant l'échantillon d'eau qui a produit le plus de cristaux harmonieux. C'est-à-dire que cette expérience a montré que non seulement il est possible d'envoyer des pensées en direction d'un échantillon d'eau et sur de très grandes distances, que cet échantillon d'eau particulier va réceptionner une information, une vibration à distance, qu'elle va être maintenue à l'intérieur de l'eau et qu'ensuite elle va restituer en majorité des formes cristallines, structurées, harmonieuses. Alors là où il y a une interrogation qui subsiste dans cette expérience, et de toute façon il y a toujours des interrogations qui subsistent au final à travers l'eau et à travers la science et à travers le vivant, puisqu'il ne faut pas oublier quand même que l'eau est une des plus grandes inconnues de l'univers et on a encore plein de choses à découvrir, et c'est tant mieux. Ce qui a été observé dans cette expérience, c'est que cet échantillon d'eau test sur lequel a été envoyé des pensées positives a produit majoritairement des cristaux harmonieux, c'est-à-dire qu'il y en avait à peu près 85%. Et il y avait donc le reste, c'est-à-dire 15%,
qui étaient des cristaux disharmonieux dans le même échantillon d'eau. Et évidemment, ça, c'est une interrogation de la science, puisque en fait, on sait que les molécules d'eau, hein, quand on parle de molécules d'eau, on est entre 10 puissance moins 9 et 10 puissance moins 12 mètres, donc autant vous dire que c'est tout petit, minuscule, on ne se rend pas compte. Et les molécules d'eau, à ce niveau-là, elles s'allient et elles se délient des milliards de fois à chaque seconde. Imaginez le mouvement extraordinaire qu'il y a au niveau de la molécule d'eau, qui pour nous est imperceptible à l'œil nu, parce que quand je regarde de l'eau dans une bouteille, elle ne bouge pas, alors que pourtant c'est en permanence en mouvement. Et donc évidemment, quand on remet ça dans les mains de la science plutôt, je dirais, matérialiste, la première interrogation qui va arriver, c'est comment est-il possible que dans l'eau, il y ait une structure ou une information qui se mette en place, puisque l'idée de structure ou d'information fait appel à quelque chose de structuré, d'équilibré, de stable, alors que ces molécules d'eau, elles sont en permanence en train de fluctuer des milliards de fois à chaque seconde. Donc ça, du point de vue de l'approche purement matérialiste, c'est incompréhensible. Et évidemment aussi, cette expérience-là, du coup, elle amène une interrogation, c'est comment se fait-il que dans un même échantillon d'eau, on ait 85% de formation au final cristalline de cristaux harmonieux et que dans le même échantillon d'eau, on puisse avoir 15% de cristaux disharmonieux, alors que ces molécules d'eau sont en permanence en mouvement les unes avec les autres. Et donc ça, c'est une vraie interrogation, et il y en a plein d'autres comme celle-ci, qui nous amènent à nous demander comment est-ce que fonctionne l'eau exactement, comment est-ce que fonctionne précisément l'information à l'intérieur de l'eau, la structuration de l'eau, comment est-il possible que l'eau se structure puisqu'elle fluctue en permanence. Et une des clés, en fait, pour comprendre ça, eh bien, c'est déjà d'approcher cette notion d'information et de structure de l'eau dans une dimension qui est une dimension à la fois énergétique, bien sûr, mais aussi mouvante. C'est-à-dire que cela n'est pas statique. Et dans cette mouvance, dans cette dynamique de mouvement, eh bien, il y a une possibilité pourtant de cohérence. C'est ça qui est assez étonnant, mais qui est pourtant existant. Ça ne répond pas pour autant à la question comment ces deux informations peuvent coexister à l'intérieur de l'eau, puisque tout ça fluctue en permanence, mais on a quand même déjà des éléments de réponse. Je ne vais pas forcément aller tout de suite plus loin sur cette question-là, on peut continuer à la développer, mais en tout cas, Masaru Emoto a montré, au-delà du fait qu'il a quand même été un peu décrié au niveau de la science, parce qu'à un moment donné, il fait plus parce qu'il est mort, mais dans son protocole, il y a une sélection qui est faite des cristaux, puisque sur un même échantillon d'eau, par exemple avec le mot amour, eh bien, il va y avoir une déclinaison de cristal apparent. Ah donc, oui, voilà, il va y avoir toute une famille de cristaux en tout cas. Voilà, exactement. Donc à un moment donné, il fait une sélection du cristal qu'il estime être représentatif de l'échantillon d'eau. Donc là, on lui a dit, bon, là, scientifiquement, c'est pas valide. Mais ce qu'il a au moins eu le mérite d'apporter, c'est de montrer, je dirais, dans une grande proportion, c'est que quoi qu'il en soit, une eau de bonne qualité ou ayant reçu des vibrations harmonieuses générait majoritairement des cristaux harmonieux, structurés, équilibrés. Et donc ça, c'était son apport et qui est de toute façon, je dirais, indubitable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire l'inverse. Et inversement, une eau déstructurée ou du réseau ou ayant reçu des vibrations disharmonieuses va générer majoritairement, voire totalement, des cristaux déstructurés, disharmonieux ou des cristaux inexistants, en fait, incohérents. Donc, il a quand même amené ça, quelle que soit, je dirais, la validité sur les protocoles scientifiques. Et il a le mérite d'avoir amené ça au niveau mondial, international, puisqu'il est effectivement mondialement connu. Il a écrit différents livres sur le sujet avec beaucoup d'images qui sont très parlantes. Et c'est pour ça que les gens ont eu accès de manière évidente et simple à ces travaux et à cette compréhension de la capacité de l'eau à intégrer de l'information. Donc on voit déjà qu'il a eu le mérite, comme tu le dis, d'avoir fait tous ces travaux-là, surtout d'avoir réveillé une conscience de l'eau, hein, quelque part. Avant lui, il semblerait, c'est pas qu'on n'avait pas conscience, mais voilà, c'était pas. Il a mis l'eau au goût du jour, c'est le cas de le dire, sans paraphraser. Mais c'est vraiment ces travaux qui ont fait ça. Et puis surtout, il a dérangé et laissé personne indifférent, même si tout le monde n'était pas d'accord avec ces travaux. Aujourd'hui, si tu fais ce que tu fais, si d'autres aujourd'hui réfléchissent et font des travaux,
Et Moto en a inspiré énormément, énormément. Et je pense que les fils et filles spirituels des motos ne sont pas prêts de s'éteindre. Au contraire, il a donné accès à une lignée de personnes qui vont se questionner dans l'eau et une grande avancée scientifique. Alors, on parlait de conscience de l'eau. Alors, juste un joke qui a été dit quand même sur le chat, c'était juste marrant, rigolo. Quelqu'un qui demandait en tout début d'émission, est-ce qu'on peut survivre en buvant de l'eau de là Oui, en buvant de l'eau de vie, qui ne tue pas aussi si c'est fait avec modération. Voilà, bon, c'est une petite parenthèse, une petite blagounette que je trouvais assez sympathique. Merci à tous ceux qui s'amusent généreusement à le faire avec un humour très universel. L'eau a-t-elle du coup, on voit que finalement dans ce chaos, puisque la structure de l'eau ne cesse de bouger puisqu'elle est dynamique, dans ce chaos, il semble qu'il règne quand même un ordre qu'on ne comprend pas encore, qu'on décode pas tout à fait. Il y a quelque chose de cohérent, puisqu'on voit finalement dans les familles de cristaux, tu le disais, Emoto, on voyait que pour le mot amour, toute une famille, mais prenez un cristal, enfin une forme qui était représentative. Donc il y a quand même quelque part quelque chose qui bouge, mais qui reste, on va dire, dans quelque chose de cohérent. Il y a quand même une cohérence, qu'on le veuille ou non, malgré ce chaos-là. Est-ce qu'on peut parler justement de conscience? Est-ce que l'eau a une conscience? Et si conscience elle a, est-ce que c'est la conscience de la Terre, puisqu'elle en fait partie? Est-ce que c'est la conscience, une fraction du conscience de Gaïa? Quelle est ta croyance ou ta position là-dessus? C'est une question bonus, on va dire. Une question bonus. Merci Didier d'ouvrir une nouvelle dimension de cet élément-là, puisque effectivement, c'est une interrogation qui vient à un moment donné du cheminement, surtout en fait quand on commence à faire des expérimentations de dynamisation ou d'information de l'eau. Effectivement, à un moment donné, nous allons nous apercevoir que l'expérimentateur joue un rôle dans l'expérimentation, et que si je travaille à envoyer de l'information dans l'eau, sur l'eau, eh bien, la question va être quel type d'information, d'une part, et comment est-ce que je peux objectiver le fait que cette information, elle a bien été ancrée, enregistrée par l'eau, et que je peux du coup m'en apercevoir véritablement, je peux en avoir le retour, le feedback qui est vraiment important, puisque c'est pas le tout d'envoyer de l'info, mais à un moment donné, il faut aussi pouvoir essayer d'objectiver, de se dire oui, il y a quelque chose, ça fonctionne ou ça génère des faits concrets, manifestes. Alors, on a différentes manières de l'observer, de l'objectiver, que ce soit par des expériences sur les plantes, de la germination de graines, etc., ou effectivement sur soi-même aussi, en termes de rééquilibrage. Voilà. Il y avait d'ailleurs passé un temps, on entend moins parler maintenant, mais ça existe toujours, l'eau diamant qui a été proposé par Joël Ducatillon, qui avait mis plus en avant cette spécificité de la capacité de son eau, qui était une eau encodée, fabriquée, qui pouvait se démultiplier quand on mettait un échantillon, quelques gouttes, une base de cette eau-là dans un litre d'eau. Ensuite, on remplissait avec un litre d'eau normal, et au bout d'une heure, on avait la totalité du litre qui était de l'eau diamant. Et donc, une des spécificités de cette eau-là, c'est que nous pouvions l'informer facilement, c'est-à-dire envoyer une intention en direction de cette eau, quelle que soit l'intention, et ensuite boire cette eau et puis voir comment l'intention, comment ça se manifestait en fait après concrètement dans la vie. C'est des expériences qui sont très intéressantes à réaliser et qu'on peut faire d'ailleurs, je dirais même sans avoir de l'eau diamant, avec l'eau normale, entre guillemets, ça fonctionne quand même. Une autre expérimentation de ce type-là qui est assez intéressante à faire, c'est d'avoir un verre d'eau posé au niveau de son lit le soir, d'émettre une intention particulière dedans, d'en boire la moitié avant d'aller se coucher, et puis l'autre moitié du verre le lendemain matin, avec un souhait particulier, avec une intention, avec une question, avec voilà, et d'observer ce qui se produit. Et effectivement, on va voir se manifester dans l'environnement de manière plus ou moins évidente ou subtile, un retour de cette information qui va venir par une personne, par une phrase, par un objet trouvé, par quelque chose d'entendu ou de lu sur un journal, ou d'entendu dans une vidéo ou au cours d'une conversation, etc. Il y a différentes, ou dans la nature ou dans l'environnement, il y a différentes manières pour le retour de l'information de se manifester, et où
peut-être à ce moment-là, il va y avoir une conscience de la personne d'être en résonance avec cette information qui revient et de faire le lien avec le travail, entre guillemets, d'information qui a été fait au niveau de l'eau et de voir comment l'eau, en fait, opère dans la transmission de l'information au niveau de l'organisme et comment, du coup, cet organisme qui a cette information dans son eau intérieure va rayonner ce champ vibratoire, cette information, et l'environnement le ramener. Et donc, après avoir mis en place ce genre d'expérimentation que j'ai moi-même évidemment réalisé et que je vous invite à réaliser bien entendu, eh bien à un moment donné, il y a un questionnement sur... Parce que dans le travail d'information de l'eau, en fait, il y a deux voies possibles, particulières. Il y a une voie qui est celle de émettre une intention, une information, c'est-à-dire je vais générer, je vais proposer, je vais diffuser, je vais aller en devant, en dedans de l'eau, ou il y a une autre voie qui est la voie de dire je vais juste laisser un phénomène, un processus, un état d'être, un instant présent s'opérer et s'enregistrer ou s'engrammer au niveau de l'eau et consommer cette eau, voir ce qui se passe. C'est-à-dire là, il y a un élan qui va de l'intérieur vers l'extérieur et il y a un élan qui va de l'extérieur vers l'intérieur. Ce sont les deux positionnements possibles existants dans l'interaction avec l'eau, mais ça peut être aussi avec d'autres sujets d'expérimentation, et de voir dans la réception de cette eau-là qui a capté ce qui se passe dans un moment présent, de voir ce qui va émaner. Et donc, à un moment donné, ce type d'expérimentation amène clairement à se questionner sur une conscience universelle de l'eau, c'est-à-dire de l'élément. Puisque, évidemment, je peux me relier à une source, je peux me relier à une rivière, je peux me relier à un océan, à une mer, je peux me relier à l'eau du réseau aussi, ou à l'eau de pluie dans la stratosphère, etc. Et puis, à un moment donné, si je prends suffisamment de recul sur la manière dont l'eau interagit avec les autres éléments dans la nature, et donc, quand on parle de l'eau et de l'élément eau, en fait, il y a 4 éléments qui sont présents. Dans la nature, on a la terre, l'eau, l'air et le feu. Et ces 4 éléments ont 4 caractéristiques qui sont fondamentalement liées à ces éléments. Et ces 4 éléments eux-mêmes sont totalement liés les uns avec les autres. Ils sont indissociables. Donc, quand on parle à un moment donné de la conscience de la terre, de Gaïa, ou de l'élémentaire, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, eh bien, en tout cas, il est possible de faire une différenciation entre la terre et tout ce qu'elle comporte, la conscience de cette planète, et l'élémentaire, qui est une conscience élémentaire. Eh bien, tout autant qu'il y a une conscience de la terre élémentaire, on a une conscience de l'eau, une conscience de l'air et une conscience de l'élément feu. Ces 4 éléments sont liés et indissociables, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand je parle de la terre ou quand je parle de l'eau, quelque part, quand je parle de l'eau, je parle de la terre, quand je parle de l'eau, je parle de l'air, quand je parle de l'eau, je parle du feu, puisque ces éléments sont liés et indissociables. Et il y a une interrogation sur la conscience de l'élément, qui est un élément primaire, mais quelque part, cet élément, que je prenne l'eau d'une source, l'eau d'une rivière, l'eau d'un océan, l'eau intracorporelle ou l'eau du robinet, quelque part, je parle de l'eau. C'est-à-dire qu'il y a effectivement un élément que dans la science, on va appeler H2O, un atome d'oxygène, 2 atomes d'hydrogène. Avec ça, on a tout dit, on n'a rien dit aussi, quelque part, puisque là, on est plus dans la forme physico-chimique, mais en même temps, quelle que soit l'eau, réseau, rivière, source, mer, etc., ça va être toujours la même molécule qui est présente. Eh bien, en termes de conscience, c'est un peu la même chose, mais dans une autre dimension énergétique, c'est que effectivement, je m'adresse à l'eau, à cet élément-là, et cet élément-là a une conscience élémentaire, qui est cette conscience de l'élément, qui est une conscience effectivement qui est vaste et qui régit l'ensemble du fonctionnement, entre guillemets, de l'eau sur notre planète. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dissociation à ce niveau-là entre l'eau qui va tomber du ciel, qui va arriver sur la terre, qui va passer sous terre, qui va jaillir au niveau d'une source ou qui va se retrouver à notre robinet ou qui va être présent quand nous prenons notre douche. Il n'y a pas de dissociation pour la dimension élémentaire et la conscience de l'élément entre ces différents états ou ces différents niveaux ou ces différentes zones géographiques de l'eau. Il n'y a pas de différenciation à ce niveau-là. Donc oui, il y a une conscience élémentaire qu'il est possible en fait de toucher, de contacter, de ressentir, de percevoir.
Et évidemment, à un moment donné, dans une expérimentation d'information, de vitalisation de l'eau, eh bien, il est possible aussi simplement d'être en relation, en résonance avec cet élément, avec le niveau élémentaire de l'élément lui-même, et de voir ce qui émane de cette réalité-là. Et ça, c'est absolument fabuleux parce que c'est une expérience tout à fait particulière où on sort aussi du cadre simplement de je vais envoyer de l'information dans l'eau, je vais attendre une réponse, où là je suis plus dans un niveau qui, même étant énergétique, est plus un niveau quelque part physique, puisqu'il y a une interaction proche avec l'eau, alors que quand je m'adresse à la conscience élémentaire de l'eau, là c'est une autre dimension de l'eau qui apparaît, avec une autre manière de se manifester, c'est une autre forme énergétique aussi dans le ressenti. Et ça, c'est absolument merveilleux. Et ce que je peux souhaiter, c'est à tout le monde, à un moment donné, de faire ce type d'expérience-là et de pouvoir contacter ces niveaux élémentaires et de voir ce qu'il en ressorte, ce que ça apporte et ce que ça apporte en termes d'information. Parce qu'évidemment, l'eau a énormément de choses à nous dire. Il ne faut pas oublier que, hormis les 300-400 dernières années dans lesquelles la science évolue et où on a des outils comme un microscope ou un télescope pour sonder la matière ou l'univers et essayer de comprendre ce que c'est, eh bien, il y a 1000-2000 ans en arrière, les chercheurs, ceux qu'on appelait les scientifiques à l'époque, utilisaient les 4 éléments pour comprendre le monde, pour comprendre l'univers, pour comprendre le fonctionnement de la nature humaine. Voilà. Donc, ces éléments, à partir du moment où il y a une connexion, un contact avec cette dimension élémentaire, ben oui, effectivement, il y a de l'information qui est présente, qui peut être captée, intégrée, comprise à travers après le mental et même retranscrite à travers l'oral ou l'écrit. Dans les Védas, ces sciences indiennes ancestrales d'il y a 3, 4, 5 000 ans en arrière, il y avait une description faite de la cellule et de l'atome. On peut se demander comment, sans aucun outil comme ceux que nous avons à l'heure actuelle, ils ont pu faire des descriptions précises de ce qu'on observe aujourd'hui au niveau de la science. Oui, comment ont-ils fait? On est en droit de se poser cette question. Sachant que ce qui est intéressant, on parle de cette reliance. Tu vois que toutes les molécules d'eau sont en fait reliées, comme on parle aussi de cette reliance où tous les êtres humains sont interconnectés. Hein. La science s'en approche avec l'intrication quantique, on parle de ça, elle pourrait s'appliquer à chaque être humain, voire à chaque élément, puisque c'est pareil pour les molécules d'eau. Chaque atome d'eau est relié, comme tu l'as bien expliqué, qui viennent du ciel et qui traversent les rochers ou qui arrivent à nos robinets. C'est la même eau, elles sont toutes les mêmes, on le voit. Hein. Il y a un tas de questions. Alors juste avant, pour boucler cette histoire d'esprit de l'eau, hein, quelque part, hein, le sens que peut avoir comme conscience l'eau de Gaïa, juste une information purement scientifique, celle-ci, vraiment, c'est qu'il y a, je crois, quelque chose comme 8 millions de mètres cubes d'eau par jour ou par mois ou par semaine, je ne sais plus, mais en tout cas c'est énorme, qui se volatilise dans l'espace. Donc la Terre est comme ça dilapidée du capital de l'eau, mais il y en a autant qui est compensé qui viennent de l'univers. Voilà, donc c'est pas qu'une connexion au niveau de la Terre Gaïa, mais c'est aussi de l'univers entier dont nous parvient en fait des quantités phénoménales d'eau, on s'en rend pas compte, mais ça arrive ça tous les jours, c'est un miracle qui se produit à chaque instant, et donc, comme tu viens de le dire, si l'eau a beaucoup de choses à nous dire, elle a voyagé de partout, dans des contrées de l'univers auxquelles on n'imagine même pas, qu'elle a des choses à nous rapporter. On voit la comète de Halley qui passe tous les 88 ans, c'est une chevelure qui se dissout de plein d'eau, hein, qu'on a réussi à capter dernièrement. Donc, on voit que l'eau est de partout présente dans l'univers. Effectivement, elle doit avoir énormément de choses depuis des milliards d'années à nous conter, à nous raconter, à nous éveiller. Voilà qui est dit. On va refermer cette parenthèse, mais il y a énormément en fait de questions en fait qui pleuvent. Hein. C'est vrai que voilà, l'eau de montagne est la meilleure eau parce qu'elle a traversé les roches. Bon, on peut en parler. Entre autres, l'eau du robinet est morte et puis pourtant elle circule. Alors du coup, je vais me faire, si tu me permets, l'avocat du diable, mais l'eau de montagne circule. Mais si je veux être un trouble-fête, je vais dire qu'aussi elle circule de la même manière, même plus vite dans les robinets. Donc pourquoi en circulant en montagne, elle est vivace, et pourquoi dans le mont robinet, on va dire qu'elle est morte, alors qu'elle circule quand même? Qu'est-ce qui fait la différence? Tu parlais tout à l'heure de métaux, d'informations. Là, elle est carrément dans des tuyaux de cuivre. Donc voilà, je ne sais pas quelle propriété a comme informationnelle à le cuivre, mais qu'est-ce qui fait que cette eau est morte finalement, alors qu'elle jaillit à l'intérieur de nos maisons? Pourquoi l'eau des robinets est morte? Alors, déjà, il faudrait quand même revoir ou resituer ce terme-là, ce mot de l'eau morte, parce que
C'est un terme générique, mais qui est peut-être pas forcément toujours adapté à une compréhension juste de l'état de l'élément. En tout cas, on y fait appel à ce terme eau morte pour qualifier une caractéristique qui est la caractéristique vibratoire déstructurée ou incohérente de l'eau et qui, au-delà d'amener la vie à travers la structure et l'équilibre, va plutôt générer une déstructuration, une désorganisation, un déséquilibre. Et c'est en ce sens-là qu'on qualifie l'eau du réseau de morte. Pour autant, si j'arrose des plantes avec, ou même si je la bois, ce que font couramment des millions de personnes, je ne vais pas mourir comme ça du jour au lendemain. Mais c'est vrai que cette caractéristique ou ce qualificatif est donné à l'eau pour deux raisons principales. Un, pour ce qu'elle transporte d'éléments chimiques indésirables pour la santé, pour le corps, pour l'organisme, qui viennent l'encrasser, le perturber, voire générer des déséquilibres importants et des pathologies. Donc là-dedans, on retrouve évidemment le chlore, les résidus médicamenteux, les pesticides, les métaux lourds, les hydrocarbures, etc. C'est plus de 100 000 molécules chimiques couramment utilisées en Europe. Donc ça, c'est l'aspect physico-chimique qu'on va pas forcément retrouver dans une eau de montagne ou de source, quoique si je prends les pesticides, on s'aperçoit quand même que 93% des cours d'eau français sont pollués avec des pesticides, qu'on retrouve les fameux microplastiques, les invisibles, dans 72% des eaux en Europe, y compris l'eau du réseau ou les eaux embouteillées. Oh, c'est énorme, c'est énorme. D'ailleurs, dans la publication qui a été faite sur les invisibles, eh bien, ce qui a été donné comme chiffre, c'est finalement, on ingérait l'équivalent d'une carte de crédit en quantité de plastique chaque semaine. Et 90% de ce plastique ingéré vient de l'eau. Donc, même dans les sources, et on l'a vu ça à travers d'autres analyses qui ont été faites par Que Choisir, entre autres sur les eaux minérales embouteillées, et aussi un laboratoire allemand qui a regardé l'impact du plastique dans ces eaux embouteillées plastiques, l'impact du plastique sur l'eau, et où on s'est aperçu qu'effectivement, même dans des sources où on est dans des environnements préservés et protégés, dans des hautes montagnes ou dans des bois avec des zones de captage, avec des périmètres protégés, et bien même dans ces eaux, dans ces sources-là, on retrouve des résidus médicamenteux, des pesticides, et ce n'est pas surprenant parce que même quand une eau jaillit en haut d'une montagne, une source, c'est pas simplement l'eau qui est la pluie qui est tombée en haut de la montagne, mais c'est des courants d'eau qui vont parcourir des centaines, voire des milliers de kilomètres, qui passent sous terre dans des bassins versants ou dans des bassins de culture, et qui, à un moment donné, par les courants d'eau, vont remonter au niveau des montagnes et autres, et donc qui vont transporter progressivement en fait ces molécules chimiques qui, qui pour certaines, comme par exemple l'atrazine, qui a été interdit il y a plus de 10 ans en France, eh bien, sont des molécules dures, persistantes, et qui vont se retrouver, on en a retrouvé dans l'eau de Volvic par exemple, c'est un herbicide, et qui ne vont pas se dégrader comme ça du jour au lendemain dans la nature. Donc c'est pour ça qu'on les retrouve aussi même dans les sources. Donc on qualifie l'eau du réseau de morte pour cette première raison, qui est cette contenance d'éléments chimiques de synthèse indésirables pour la santé. Et la deuxième raison, qui est la raison principale pour laquelle nous qualifions l'eau de morte, l'eau du réseau, c'est qu'il y a une déstructuration en fait qui se fait par ces canalisations rectilignes à angle droit, sous pression, dans lesquelles l'eau va passer pour arriver jusqu'à notre robinet. Et pour ça, il suffit de faire une observation toute simple de la nature pour s'apercevoir que dans la nature, l'eau n'a jamais circulé de la source jusqu'à l'océan, tout droit, comme une autoroute. Oui, oui, oui. L'eau, voilà. Elle va serpenter, elle va créer des méandres, il va y avoir des dynamiques justement tourbillonnaires qui vont permettre de créer des mouvements rotatoires qui vont générer des angles, qui vont générer des virages dans les cours d'eau. Et ça va permettre à l'eau aussi de se régénérer, de se restructurer. D'ailleurs, rendez-vous à proximité d'un cours d'eau et observez le cours d'eau, et vous verrez qu'il se forme en permanence des centaines de tourbillons à droite et à gauche tout au long de la rivière. Et ça, c'est ce qui permet à l'eau de se régénérer. C'est pour ça que quand on parle d'une eau de montagne ou de source, eh bien, il y a cette présence de la dynamique vitale de l'eau qui va être perdue dans les canalisations rectilignes dans lesquelles l'eau va circuler pour arriver jusqu'à notre robinet, parce qu'en fait, l'eau est un élément naturel qui est tout à fait conciliant avec le vivant et la nature, c'est-à-dire qu'en fait, elle se conforme.
Hmm. Elle s'adapte, exactement. Hmm. Et donc, évidemment, quand je la fais passer dans des canalisations rectilignes, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, elle va prendre cette forme-là, elle va prendre cet état-là. Donc, canalisation rectiligne, angle droit, sous pression. Ben, à un moment donné, hein, ne serait-ce qu'au bout de quelques dizaines de mètres, mais les canalisations, c'est parfois des centaines de mètres, voire des kilomètres, eh bien, l'eau a pris cette caractéristique rectiligne et effectivement, en ce sens-là, elle est déstructurée ou en tout cas, elle comporte une structure qui est désorganisée par ces flux successifs rectilignes, angle droit et sous pression, et ce qui fait que ce qu'elle apporte au niveau énergétique, on pourrait dire ce que nous allons rechercher en termes de qualité au niveau vital pour l'eau, eh bien cela a disparu, ou en tout cas c'est sous une autre forme, c'est sous une forme qui est celle de la déstructuration, de la désorganisation, de la disharmonie. Et donc évidemment, quand cette eau-là est bue, eh bien, si l'organisme a un niveau énergétique qui est celui-là et que je bois une eau qui a un niveau énergétique qui est celui-là, ben en fait, je vais avoir tendance à tirer l'organisme vers le bas. Il va falloir que l'organisme fasse un travail pour remonter à un certain niveau. Alors que si je bois une eau qui a un niveau énergétique élevé, ben, je vais favoriser en fait le niveau énergétique de mon organisme. C'est tout simple, hein. C'est comme un réservoir plein ou un réservoir vide. Et bien effectivement, une eau qu'on peut qualifier de vitale ou de dynamique va apporter à un organisme cette dynamique vitale également et va lui permettre donc de mieux fonctionner, de mieux se régénérer, s'équilibrer, etc. Donc, dans la chaîne, si on veut optimiser la santé de son corps, en faisant attention, en faisant du sport, en faisant aussi une alimentation équilibrée et en buvant une bonne eau, dans toute cette chaîne-là, l'état global de notre santé va être égal à l'élément le plus faible du maillon de la chaîne. Donc, on va dire, on va ruiner les efforts de plats équilibrés et d'exercice physique. Finalement, si on boit une eau et qu'on se dit, bon, bah, l'eau du robinet, il va bien, je peux comprendre ça avec le sport. Non, puisque tu parlais de vibration, c'est vrai que l'effort du corps va être sollicité et à la limite, on peut boire de l'eau qui nous fatigue, entre guillemets, puisqu'elle ressollicite l'organisme pour remettre les molécules au bon endroit, de par cette déstructuration pour remettre en fait... c'est comme si on ingérait, au lieu d'avoir un puzzle carré, on ingère dans le désordre. Et du coup, c'est la digestion qui replace les pièces dans le bon ordre. Et ça, c'est vrai que ça peut nous faire piquer du nez. En tout cas, c'est l'image que ça me donne. Alors, du coup... Enfin, du coup, il faut pas que je dise ça. Du coup, on m'a engueulé pour ça. Alors, de ce fait, quelle est la solution? Parce qu'on voit que là, il y a un gros problème, c'est que tout le monde boit cette eau. C'est pas la photo politique, on va taper sur personne. La société et le modernisme a fait que aujourd'hui, grâce à Dieu et merci à tout le monde, on a l'eau à portée de robinet chez soi. Mais il y a des solutions et pas forcément très très onéreuses ni coûteuses, faciles à mettre en place. C'est une question qui a eu dans le chat, comment revitaliser l'eau des villes? C'est la question légitime après ça. C'est vrai, à partir de là, est-ce qu'il faudrait quoi? On va quand même pas creuser un lac ou une rivière ou faire serpenter l'eau avant qu'elle arrive dans notre canalisation, histoire qu'elle traverse 2 mètres de tube avec une pompe. Comment on peut faire? Alors, vitaliser l'eau des villes, c'est une très bonne question et fort probablement, c'est ce qui se produira dans les années à venir pour différentes raisons. Donc là, je vais parler plutôt au niveau global et au niveau effectivement d'un village ou d'une ville, ou en tout cas d'une civilisation, de l'humain, d'un peuple. C'est que aujourd'hui, nous faisons circuler l'eau dans des canalisations rectilignes, mais en fait, Victor Schauberger, garde forestier autrichien qui a beaucoup travaillé sur la dynamique tourbillonnaire, a amené cette connaissance et cette conscience de l'impact du tourbillon sur l'eau et de ce que ça apporte comme intérêt dans la dynamique de l'eau. Et il avait lui-même fabriqué à l'époque des canalisations qui avaient à l'intérieur une hélice qui permettait, en tout cas une forme hélicoïdale, hein, qui permettait de générer cette dynamique tourbillonnaire dans les canalisations. Et en fait, aujourd'hui, il serait finalement très simple de fabriquer des canalisations de ce type-là qui permettraient de véhiculer l'eau jusqu'au robinet des consommateurs avec cette dynamique tourbillonnaire. Et ça engendrerait beaucoup moins de problématiques dans le transport de l'eau et surtout de la qualité de l'eau que nous n'en avons aujourd'hui, parce que, entre autres observations qu'avait fait Schauberger à l'époque sur ces expérimentations-là, c'est que ce flux tourbillonnaire à l'intérieur des canalisations évitait la formation, par exemple, de
bactéries, de biofilms dans les canalisations, d'une part, et ensuite permettait aussi une régénération de l'eau. Donc ça serait tout à fait possible et pas complexe à mettre en place. Et puis, ça serait très bénéfique, évidemment, non seulement pour les organismes humains vivants qui recevraient cette eau-là, mais également pour limiter l'apport de chlore qu'on fait aujourd'hui dans l'eau du réseau, qui est un apport extrêmement conséquent, et encore plus à cette période-là où nous sommes dans le confinement et où il y a eu des augmentations des niveaux de chlore sur le réseau, parce que comme l'eau est moins utilisée, notamment par les entreprises, elle circule moins et elle reste stagnante dans certains endroits au niveau du réseau. Donc, pour éviter des problématiques bactériennes ailleurs, on a augmenté les doses de chlore pour pallier à ça. Et évidemment, par ailleurs, on sait que le chlore, il est prévu spécialement pour détruire les bactéries. Et notre organisme, il est constitué de milliards de bactéries. S'il n'y en a plus, notre organisme n'existe pas non plus, ne sait pas fonctionner. Donc, boire une eau qui est chargée en chlore, c'est loin d'être favorable à la santé, bien que pour l'instant, ça soit une des seules solutions qu'on ait trouvées pour assainir l'eau, entre guillemets, pour la rendre potable. Mais potable n'est pas significatif de eau favorable à la santé. Donc là, on aseptise l'eau, en aseptisant l'eau, on nous protège de certaines pathologies, mais en même temps, on ne nous sauve pas. D'un autre côté, la balance est déséquilibrée, puisque là, tu parles de notre faune et flore bactérienne naturelle que le chlore détruit par la même occasion, parce que si elle aseptise l'eau, étant donné qu'on est fait de plus de 85% d'eau, elle nous aseptise aussi, c'est dangereux quand même. Tout à fait. Non seulement elle nous aseptise, mais on s'est aperçu aussi que le chlore, qui est un élément qui a une facilité en fait de dégradation, puisque si vous avez fait cette expérience-là, vous avez peut-être observé en fait quand on laisse l'eau dans une bouteille se décanter à l'air libre, eh bien le chlore s'évapore. Il s'évapore même plus rapidement quand on met l'eau au froid dans le frigo, ce qui n'est pas forcément mieux puisque le chlore s'évapore dans le frigo. Mais du coup, le chlore a cette particularité de pouvoir en quelque sorte se désagréger ou se désorganiser pour s'évaporer. Mais ça génère d'autres problématiques. C'est qu'on s'est aperçu que le chlore générait des sous-produits, jusqu'à 600 sous-produits du chlore, qui sont les trianométhanes, et qui sont également tout autant nocifs et problématiques pour l'organisme. Donc, au-delà du chlore lui-même, il y a tout ce qu'il y a après en termes de dégénération de cette molécule-là, du chlore, dans l'eau, qu'on va retrouver dans l'eau. Donc, pour revenir à la question de comment vitaliser l'eau chez soi, donc il y aurait déjà ces solutions de canalisation qui, c'est sûr, à l'avenir seront mis en place dans les villes pour la raison que ça favorise la qualité de l'eau et que ça éviterait des problématiques bactériennes, du chlore, etc. Et pour une seconde raison, qui est que cette dynamique tourbillonnaire a la particularité aussi d'éviter de générer ce qu'on a en termes de problèmes avec le calcaire, le fameux tartre qui vient entartrer les canalisations, qui génère des pellicules dans les canalisations qui augmentent au fur et à mesure du temps, qui viennent à obstruer des canalisations, qui vont les faire aussi éventuellement gonfler, qui vont générer des fractures, des tuyaux dans l'eau, sous terre, dans les canalisations. Et il y a ô combien de pertes d'eau sur l'eau du réseau, c'est énorme. Ça va de 10 à 30 et certains endroits 50% de l'eau qui est perdue entre la station de traitement de l'eau, c'est-à-dire une eau qui a été assainie déjà, entre guillemets, puisque c'est assaini, c'est relatif, et le consommateur final. On a des endroits où on a jusqu'à 50% de cette eau-là qui est perdue dans la nature parce que les canalisations sont dégradées. Alors que si on avait ces canalisations sous cette forme-là, eh bien aussi on éviterait la formation du tartre, du calcaire, qui endommage aussi les canalisations, tout simplement parce que cette dynamique naturelle tourbillonnaire évite à ce que les minéraux qui sont contenus naturellement dans l'eau, notamment le calcium, quand on parle d'eau dure et d'eau calcaire, eh bien ça évite que ces minéraux s'agglutinent, s'accrochent et forment ce qu'on appelle le tartre, parce qu'il y a une dynamique de mouvement, il y a une dynamique énergétique qui est apportée par le tourbillon et qui évite cette problématique-là. Donc là, je parle des canalisations pour des aspects, on va dire, plus d'ordre général et de civilisation. Mais évidemment, aujourd'hui, on n'en est pas encore là. Ça arrivera, mais on n'en est pas encore là. Donc, un consommateur conscient de la problématique de la qualité de l'eau à l'heure actuelle, eh bien, s'il souhaite faire en sorte que son eau, pour lui-même, pour sa consommation personnelle, soit au moins favorable à son organisme, eh bien, effectivement, il est important, de pouvoir purifier l'eau chez soi, c'est-à-dire enlever les éléments, molécules chimiques de synthèse indésirables, et deux, de pouvoir
apporter à travers cette eau-là une dynamique vitale favorable à l'organisme. Alors je mets en premier enlever la chimie de synthèse, mais en fait, on pourrait mettre même en premier lieu, vitaliser l'eau d'ailleurs, c'est d'ailleurs l'élément le plus important, puisque une eau qui a déjà des propriétés vitales, une structure particulière, va dans tous les cas être beaucoup plus active à la régénération de l'organisme et à apporter à l'organisme cette capacité de pouvoir nettoyer et expulser les déchets de son organisme, du corps. Donc, même si une eau est encore chargée de chlore ou autre, au moins si elle est vitalisée, structurée, eh bien déjà, elle est au moins bénéfique pour l'organisme du fait qu'elle va faciliter l'évacuation. Alors, il existe une multitude d'outils dits de dynamisation, d'information, de structuration, de magnétisation, etc. de l'eau. Il en existe des centaines. Donc après, c'est plus une question de comment est-ce que je vais être en résonance avec tel outil, avec la manière de fonctionner, avec sa forme, avec la manière dont il est fabriqué, avec son coût aussi, puisqu'il faut prendre aussi cet élément-là en considération. Et donc là, ça va plutôt être une question de résonance. Comment est-ce que je me sens en résonance avec un outil ou avec un autre ? Moi-même, j'ai été amené à concevoir des outils de filtration et de vitalisation de l'eau, puisqu'on me l'a demandé au cours de mon cheminement, où je faisais des conférences, j'avais pas d'outils, on me disait, mais comment faire maintenant concrètement chez moi pour vitaliser de l'eau? Et donc, moi, ce que j'ai fait dans les outils que j'ai conçus, c'est que j'ai reproduit, en fait, ce qui se passe au niveau des dynamiques naturelles. C'est-à-dire que j'ai conçu un système de vitalisation de l'eau pour les habitations qui est basé sur le principe des 4 éléments, où on va retrouver l'élément terre, l'élément eau, l'élément air, l'élément feu, et une alchimie de ces 4 éléments. Et quand l'eau va passer en contact de ces éléments-là, eh bien, ça va permettre de vitaliser l'eau. Effectivement, là, tu montres le site Amilo, puisque le système s'appelle Amilo. Amilo qui est issu et inspiré à la fois de l'âme de l'eau, hein, Amilo, les amis de l'eau aussi, et puisque une citation en relation avec Amilo, c'est l'îlot de l'âme, mais dans le cœur de l'eau, c'est-à-dire qu'on peut s'apercevoir que dans l'eau, il y a plus que l'eau. Alors là, ce qu'on voit, c'est une cartouche de préfiltration. C'est ce qu'on trouve en fait sur le système de filtration, le modèle habitation. On a une première cartouche. En fait, c'est un système qui est constitué de trois éléments, pardon. La cartouche de préfiltration, voilà, qui est une bobine tressée en tissu, qui va en fait permettre de capter tout ce qui est sédiment au niveau de l'eau, et on s'aperçoit dans certains endroits que l'eau du réseau, la cartouche, comme vous pouvez le voir là, qui est bleue, en l'espace de 3 mois, elle va être marron. Et là, on se dit, tiens, c'est quand même intéressant, c'est que habituellement, je m'aperçois pas que toutes ces particules sont présentes dans l'eau, mais en fait, au bout de 3 mois, la cartouche, elle est marron. Donc, c'est bien qu'elle a capté tout ça qui était présent dans l'eau, sans qu'on s'en aperçoive. Souvent, d'ailleurs, c'est de la matière organique, et souvent, c'est lié aussi à une forte quantité de chlore utilisée dans l'eau, et voilà, pour essayer de pallier à ces problématiques de matière organique. Si tu descends un petit peu plus, Didier, sur la page, nous voyons en fait la seconde cartouche, qui est la cartouche centrale, qui est une grosse cartouche qui fait 70 cm de haut, qui est en fait une cartouche de filtration fine. C'est une technologie particulière qu'on appelle du charbon fibre bloc, c'est-à-dire que c'est à la fois du charbon de noix de coco, le charbon qui a cette capacité de capter les molécules chimiques comme le chlore, les pesticides, les résidus médicamenteux, etc., et qui est sous la forme de blocs, c'est-à-dire qu'il est compressé, il est condensé, ce qui va lui octroyer une finesse de filtration très importante, 0,5 microns, c'est de la microfiltration, et de capter très bien ces différents types de molécules, tout en permettant un flux important nécessaire pour une habitation. Et puis en dessous, le troisième module, c'est le fameux module de vitalisation qui est basé sur le principe de 4 éléments. L'élémentaire, ce sont des céramiques actives. Donc ça, c'est les travaux d'un Japonais qui a travaillé sur les micro-organismes efficaces et qui s'est aperçu que les alchimies de micro-organismes efficaces généraient au niveau de la terre une capacité du végétal à mieux progresser, évoluer, croître, se régénérer, avoir un système immunitaire puissant. Et en fait, on met ces micro-organismes, ces combinaisons en relation avec de l'argile, et l'argile va se structurer d'une certaine manière. Ensuite, on cuit cette argile et on va avoir dans l'argile les propriétés de ces micro-organismes. Donc, quand l'eau passe au contact
de ces céramiques, eh bien, elle va se charger de cette fréquence particulière, de cette alchimie de micro-organismes. On a ensuite en dessous l'élément O, ce sont des billes en silice actif. Ça, c'est un chercheur français qui a développé ça depuis 30 ans, avec qui je travaille, qui a travaillé justement sur les fréquences des calcaires marins. On revient un petit peu à ce dont on a parlé au début, les travaux de Quinton, qui s'était aperçu que dans l'eau de mer, on avait l'ensemble des éléments minéraux contenus au niveau de l'eau de mer qu'on retrouve dans notre liquide organique. Eh bien, ce chercheur français s'est intéressé aux calcaires marins qui eux-mêmes ont dans leur essence cette émanation de fréquence vibratoire qui est celle de l'eau de mer, donc de cette alchimie de minéraux présents dans l'eau de mer. Et ensuite, il a une technique pour insérer, entre guillemets, cette fréquence des calcaires marins dans la matière, ici dans de la silice. Donc là encore, pareil, quand l'eau passe au contact, elle va se charger de cette fréquence particulière. Ensuite, on voit en haut l'élément feu, qui est l'eau plasmatique aussi, dont on parlait tout à l'heure. En fait, au centre du module de vitalisation, on a un flacon d'eau qui contient donc des eaux plasmatiques, c'est-à-dire qu'on est en contact avec les plasmas de fer, de cuivre et de zinc. Ça va permettre d'augmenter le niveau vibratoire et le niveau de cohérence de l'eau et de lui permettre d'avoir des fréquences de résonance avec les différents niveaux vibratoires de l'organisme et de mieux pouvoir les équilibrer, les régénérer, en sachant aussi que ces eaux plasmatiques que je fabrique sont fabriquées sur la base d'eau, d'une multitude d'eaux de sources que j'ai récupérées au cours de mon cheminement, de sources guérisseuses, de sources sacrées de différents endroits de la planète. Et c'est avec ça que je fabrique ces eaux plasmatiques. Et puis le quatrième élément, eh bien, c'est l'élément R. C'est la dynamique par excellence qu'utilise la nature pour se régénérer, c'est la dynamique tourbillonnaire, qui là va être générée par un manchon vortex, donc un élément qui permet de créer le tourbillon par une hélicoïde en sortie du système de vitalisation, du module de vitalisation du système amylo, et qui du coup après eh bien, alchimise l'ensemble des éléments qu'il y avait avant et permet à cette dynamique tourbillonnaire de se poursuivre dans les canalisations de l'habitation. Donc en fait, chez Amylo, pour parler de ça, il y a deux systèmes principalement. Un pour toute l'habitation. Donc là, on le met au départ de l'eau dans la maison et on filtre, on vitalise toute l'eau de l'habitation. Et il y en a un second qui est un système qu'on peut mettre juste sous un évier, qui effectivement est très abordable, qu'on peut installer par soi-même et qui va permettre, sur un point d'eau au moins, de filtrer et de vitaliser l'eau pour avoir une eau favorable pour la boisson, la préparation des aliments, la cuisine, et puis également, donc il va être filtré et vitalisé. Donc ça, c'est très simple, c'est accessible. Et c'est accessible dans le sens, voilà, ça c'est la cartouche de filtration du sous-évier. On retrouve les billes en silice actif pour la vitalisation de l'eau. Et ce système-là, on peut l'installer avec soit un petit robinet col de cygne sur lequel on va avoir l'eau filtrée, ou directement, on peut utiliser le robinet de la cuisine avec un système qu'on appelle bypass, pour lesquels on va fournir tous les éléments. En gros, si vous savez percer un trou et que vous avez une clé à molette ou une pince, vous pouvez installer par vous-même très facilement ce système-là. Tout est prévu pour ça avec des notices explicatives, une vidéo de montage, etc. Donc, alors, pour donner une idée, en fait, ça revient sur une année moins cher d'installer un système de filtration de l'eau sous évier que de boire de l'eau en bouteille. Pour un foyer de 4 personnes, si on prend une moyenne, eh bien, ça nous coûtera moins cher d'acheter un filtre et de filtrer l'eau pendant une année que de boire de l'eau embouteillée. Ce qui est quand même extraordinaire parce que souvent, quand je fais des interventions en conférence un peu partout à travers la France et que je pose cette question au début de la conférence, à savoir qui boit de l'eau du réseau, qui boit de l'eau du robinet, eh bien, majoritairement, en termes de proportion, c'est à peu près 50-50 de personnes qui boivent de l'eau du réseau et de personnes qui boivent de l'eau en bouteille. Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, en France, où l'eau du robinet est censée être potable et donc, on pourrait dire, favorable à la boisson et à la santé, eh bien, les gens, quelque part, intuitivement, ont compris et capté que ce n'était pas le cas et ils cherchent, par une voie dévoyée, une eau de bonne qualité dans les bouteilles, ce qui n'est pas le cas non plus et ce qui ne favorise pas non plus la problématique du plastique sur notre planète. Et donc, c'est à peu près 50% à l'heure actuelle des Français qui boivent de l'eau en bouteille en espérant trouver une eau de bonne qualité pour leur santé. Or, ce n'est pas le cas, ni pour la santé, ni pour la planète. Alors qu'on peut très simplement filtrer l'eau chez soi et avoir une eau de bonne qualité et qui va revenir évidemment beaucoup moins cher, puisque l'eau du réseau est beaucoup moins chère que l'eau embouteillée.
Donc aujourd'hui, c'est sûr que c'est une aberration de continuer à fonctionner dans ces schémas-là, alors que c'est tout à fait accessible. Alors, je peux en témoigner, puisque justement, moi, j'ai opté pour ce système et je l'ai installé, c'est vrai. J'ai pas été payé pour ça, je vous rassure. Je l'ai utilisé parce que je cherchais une solution simple, rapide et économique. Et il y a plusieurs adaptateurs livrés, etc. Alors, pour couper court à toute polémique possible, Loïc, est-ce qu'il y a des parties plastiques? Et si plastique il y a là-dedans, dans le système, est-ce que c'est un plastique nécessaire qui ne se désagrège pas, justement, pour qu'on le... Voilà, on peut en parler. Oui, tout à fait. Alors, effectivement, les porte-filtres sont en plastique, c'est un plastique alimentaire. Il faut bien voir une chose, c'est que la problématique du plastique à l'heure actuelle, notamment des bouteilles plastiques, elle est surtout liée à deux phénomènes. Le premier, c'est que l'eau va rester en contact pendant des jours et des jours avec le plastique. Parce que ça, on le voit sur les zones de production et ensuite sur les zones de distribution, les eaux en bouteilles plastiques vont stagner pendant des semaines, voire des mois, et parfois même en extérieur et en plein soleil. Donc il y a une première problématique qui est déjà le fait que l'eau reste en contact pendant très longtemps avec ces matériaux plastiques. Ça, c'est la première problématique. Et effectivement, le fait qu'on ait des matériaux plastiques particuliers qui sont beaucoup plus malléables que ce qu'on va trouver dans des systèmes comme cela, bien évidemment, et où l'imprégnation, l'interpénétration entre le plastique et l'eau va être beaucoup plus importante. C'est surtout là, et quand les eaux sont chauffées aussi, c'est surtout là où il y a une dénaturation du plastique qui est beaucoup plus important et qui se transmet au niveau de l'eau. Quand on a de l'eau qui passe dans un outil comme celui-là et qui est une eau qui est régulièrement utilisée, puisque l'eau du réseau, on va l'utiliser plusieurs fois dans la journée, eh bien, à ce moment-là, on a déjà très peu de temps de contact par rapport à la possibilité d'imprégnation entre le plastique et l'eau, d'une part. Et ensuite, ce qu'il faut aussi remarquer, qui est une réalité, c'est qu'on a une cartouche de filtration et c'est qu'en fait, l'eau va passer dans le porte-filtre où elle est en contact avec le plastique, mais ensuite, elle est filtrée par la cartouche de charbon. Et ensuite, au moment où elle va sortir de cette cartouche-là, ce qui reste en termes de contact entre le plastique et l'eau, c'est dérisoire. Non seulement c'est peu en termes de temps, c'est à l'abri de la lumière. C'est très court, voilà, en effet. Ouais. C'est pas chauffé et c'est très court. Donc le niveau d'imprégnation, il est vraiment ridicule à ce niveau-là. Voilà. Donc c'est vraiment très très économique. Moi, ça va faire depuis la dernière fois que tu es passé, où je l'ai adopté après la première conférence. C'est vrai que ça fait aujourd'hui, il est temps que je change d'ailleurs la cartouche au passage. C'est vraiment simple à mettre en place. Voilà, je peux dire que ça, il y a plein d'adaptateurs qui sont prévus pour tous les cas de figure. J'avais peur, lorsque tu es parti, je me suis dit, moi qui suis pas bricoleur pour 3 sous, est-ce que je vais m'en sortir? Eh bien oui, je m'en suis sorti. J'avais peur des fuites, etc. Il faut juste avoir une petite boline de téflon et encore, si on sert bien, il n'y en a même pas besoin. Un petit robinet en dessous de l'évier et tout va bien. Ça se place en un tour de main. J'ai mis, entre un quart d'heure et 20 minutes d'installation parce que j'avais pas confiance en moi. Mais je suis sûr que je l'aurais mis en moins de 10 minutes. En ayant l'habitude, je pense que si j'en installerais à tire-larigot de manière automatisée, je prendrais le coup et en moins de 10 minutes, j'en installerai. Voilà, il faut moins de temps qu'il n'en faut. Alors, c'est vrai que depuis ton système, je n'achète plus de bouteilles d'eau. Et sacrée économie. Sacrée économie, vraiment. Et puis, ce que j'ai fait moi, personnellement, parce que je suis pas obligé de te croire sur parole, donc, je dis toujours que je remets, en fait, en question tout ce que je teste. Et pendant les mois qui ont suivi, je vous assure que c'est vrai, je ne suis pas sponsorisé, promis, juré. Moi, ce que j'ai fait, parce que je suis un expérimentateur, sinon je ferais pas ce métier, je ne poserais pas autant de questions, je ne serais pas aussi casse-pied avec mes questions. J'ai fait boire, parce que on le voit là ici, on garde quand même la possibilité d'avoir le robinet, comme ça. Vous voyez, simple, avec l'eau non filtrée et filtrée. Ce qui m'a permis en fait de faire des tests en aveugle. Et des personnes qui sont, en tout cas, pour une eau de qualité, et puis d'autres personnes qui ne croient pas, plus ou moins, etc., à toutes ces choses. Je leur ai rien dit. Et à l'aveugle, j'ai juste demandé de boire 2 verres d'eau. Les verres étaient identiques. L'eau venait évidemment du système filtré que l'on peut voir ici, à Milo, et puis de l'autre, le robinet classique, donc du réseau brut. J'ai eu, on va dire, des réponses à plus de 95% en disant « ça n'a rien à voir, c'est pas possible, tu m'as donné une eau... c'est pas ton robinet, c'est pas la même eau. » J'ai dit oui. Et là, j'ai fait rentrer dans la cuisine pour montrer, ils ont été subjugués. La différence, déjà, la première chose que j'ai fait,
Au premier goût, c'est qu'on voit une absence de chlore. Aujourd'hui, je ne peux plus boire l'eau du robinet simple, celle qui est non filtrée, parce que j'ai l'impression de prendre la tasse, vous savez, quand on va à la piscine. Voilà, voilà, ce goût-là, c'est juste que on n'a pas de référentiel. Quand on boit son eau du robinet tous les jours, pour nous, elle est bonne et on ne sent même plus parce qu'il y a une sorte d'accoutumance au goût du chlore que notre papille en fait efface et masque volontairement. Le cerveau a cette plasticité extraordinaire de filtrer ce qui ne va pas, mais en même temps, après, les problèmes de santé viennent si on les cumule avec les années. Et là, je me félicite d'avoir passé. Alors, justement, il n'y a pas de... on peut commander sur ton site ou pas, directement. Il faut te contacter, on peut te contacter. Oui, voilà, il y a un onglet contact. En fait, en général, les personnes viennent à Milo par relation, par réseau, puisque je travaille avec des partenaires indépendants, Mhm. 140 partenaires sur la France et aussi les Antilles, et voilà, la Suisse, la Belgique. Et donc, en général, on viennent comme ça, mais les gens peuvent aussi contacter directement sur le site. Et puis après, je les mets en relation avec des partenaires au niveau local pour qu'ils puissent avoir toutes les informations dont ils ont besoin et être renseignés à la hauteur de leurs attentes. Voilà. Donc, sachant que c'est pas compliqué, il y a pas vraiment 50 produits. Il y a le produit à la base de la maison, donc l'arrivée d'eau principale, et tout est filtré. Donc, c'est y Oui, compris l'eau de la douche, l'eau des WC, tout ce qui arrive. Hein, oui. voilà. Ou alors, on prend le système local uniquement pour l'eau qu'on consomme, que l'on boit quotidiennement. Donc, ça pose une question. C'est vrai. Est-ce que, bah, moi, je l'ai pas finalement ce système. Je me lave avec de l'eau non filtrée. Est-ce que le fait de se laver avec de l'eau chloré, avec le nitrate et tout ce qui s'ensuit, bref, qui ne passe pas par ton système amylo, est-ce que ça a un impact? Est-ce que c'est important? Oui, alors je fais juste une petite parenthèse. C'est vrai qu'au-delà du système habitation et du système sous-évier, on a une gamme de systèmes plus compacts pour les appartements, les endroits complexes au niveau de l'accès, des installations réduites. Et puis on a aussi une gamme pour les professionnels qu'on a déjà installés sur des restaurants, des pubs, hôtels, immeubles, voilà, sur des quantités d'eau plus importantes ou en débit ou en consommation. Donc ça, c'est possible aussi. Je ferme la parenthèse. Et après, en ce qui concerne la douche, en fait, moi, j'ai été assez étonné il y a plusieurs années de ça. Et à ce moment-là, j'avais en fait au départ opté par un système de filtration de l'eau moi-même chez moi sur mon évier, sous mon évier de cuisine. Donc juste pour l'eau de boisson, préparation des aliments, etc. Et un jour, je tombe sur une publication de Nexus, donc magazine scientifique, toujours existant. C'était une publication, alors je sais plus de quelle année elle date, et si elle date de 2005, je crois, cette publication-là, et où il y avait un article dans ce journal scientifique qui disait, eh bien, que l'absorption par la peau, donc au cours d'une douche, entre l'absorption par la peau et par l'inhalation, entre autres du chlore principalement, mais aussi d'autres éléments, était jusqu'à 600 fois plus importante en termes d'action sur l'organisme de ces molécules-là que l'eau ingérée au cours de la boisson. Parce que quand on ingère de l'eau, ensuite, après, ça arrive dans les sucs gastriques, il y a aussi certaines transformations chimiques qui font qu'on arrive à désagréger certaines molécules comme ça, alors que par la peau, l'imprégnation est directe. Et j'avais été quand même un peu comme choqué par cet encart là dans ce magazine, de me dire, mais oui, effectivement, c'est vrai que quand même, à travers une douche, il y a ça. Et c'est bon, c'est vrai que pour les gens qui ont une eau qui, en plus de ça, est très chlorée, quand on prend sa douche et qu'on a l'impression d'être à la piscine, c'est pas forcément intéressant. Et après, aussi, au-delà des adultes, il y a les bébés, les nourrissons. Et là, c'est une problématique qui est encore plus importante parce qu'un nourrisson, si on veut le réhydrater, on va pas lui faire boire de l'eau parce qu'il ne la boira pas, mais on va le baigner. Un nourrisson fortement déshydraté, on le met dans un bain. Et là, il y a une très grande imprégnation qui peut se faire par rapport à la peau directement. D'ailleurs, il y avait une observation qui avait été faite sur la quantité d'eau absorbée au cours d'un bain d'une douche, qui était de l'ordre de 1 litre à 1 litre et demi, plutôt au cours d'un bain. Donc, c'est-à-dire qu'on absorbe effectivement beaucoup Pour par un la peau. adulte? Oui, Donc, pour quand un je prends une adulte. douche, je peux prendre 1 kilo de plus en me pesant après, quoi, en gros. Alors, apparemment, c'était plutôt au cours d'un bain. Ah, Voilà. d'un bain, d'accord. Ouais, pas une douche, Voilà. ok. Mais quand même, c'est Oui, conséquent.
c'est conséquent, effectivement. Et donc, ce qui clairement pose la question de la nécessité d'avoir aussi des outils de purification de l'eau pour la douche, le bain. Et effectivement, là, on va trouver après, par exemple, des systèmes de pommeaux de douche filtrants qui vont avoir une action, alors qu'ils sont pas aussi performants que ce qu'on va trouver, par exemple, pour un évier de cuisine ou pour une habitation, parce que c'est beaucoup plus complexe, d'une part, quand on a de l'eau chaude à traiter en même temps que de l'eau froide, alors que quand on est sur l'évier de cuisine, c'est juste de l'eau froide, ou au départ de l'habitation aussi, c'est juste de l'eau froide. Par contre, quand on met de l'eau chaude, on a des problématiques plus importantes, éventuellement de prolifération de bactéries dans les cartouches chaudes. Donc c'est plus facile, c'est plus difficile à traiter une eau de douche où on a la combinaison des deux eaux, eau chaude et eau froide. Donc on a des systèmes qui sont en général moins performants sur la qualité de filtration pour un pommeau de douche. Mais bon, ça permet déjà au moins d'éviter en grande partie la problématique du chlore d'une part, des pesticides aussi, et également du calcaire, parce que les personnes qui ont une eau dure s'en sont aperçues, et ça c'est très caractéristique. C'est ce qu'on voit nous aussi quand on implante des systèmes habitation, des systèmes amylo. Les gens, ce qu'ils constatent tout de suite au départ, c'est d'une part évidemment le goût de l'eau qui est complètement différent, et où là il y a un plaisir à boire de l'eau. Ah oui, Et ça n'a rien à surtout, voir, hein. Ça n'a rien à voilà, voir, ouais. C'est vrai. et également la douceur de l'eau au cours du bain, de la douche, parce que là on s'aperçoit que sur la peau, eh bien, on n'a plus on a plus cette sensation de sécheresse, de dureté, même aussi au niveau des cheveux, etc. Et ça, les gens le constatent aussi tout de suite, surtout quand ils ont des eaux dures, des eaux calcaires. Donc, je ne peux que conseiller et aller dans le sens de dire, oui, si vous avez cette conscience que l'eau est importante pour vous et pour votre santé, eh bien, effectivement, prenez en considération les utilisations de l'eau pour la cuisine et les utilisations de l'eau au niveau corporel, le bain, la douche, etc. Ah, super. Là, donc, on voit que finalement, quand on prend ce système-là, déjà, pour commencer, c'est adapté à tous les budgets, en quelque sorte. Après, on voit que tout ce qui est osmoseur, etc., sont des solutions, on va dire, des pansements un peu sur une jambe de banc pour le moment. Le mieux, c'est la filtration. Là, on l'a vu avec les 4 éléments, céramique, avec les billes, les éléments de terre. On voit la création de vortex et puis les doses plasmatiques. C'est valable sur le système sous l'évier que le filtrage d'habitation bénéficie des mêmes technologies, juste compactées et adaptées à l'espace pour le placer plus facilement, en fait. Oui, alors là, il existe des systèmes compacts. Je reviens juste sur une chose que tu as dit au tout début là, de ta question, qui est les osmoseurs, c'est différent. En fait, le mot peut-être que tu voulais employer, c'était adoucisseur, puisque Oui, quand on aussi, parle entre de, autres, oui. voilà, quand on parle de calcaire, d'ailleurs, tu pourras voir, sur le site, il y a un menu spécifique pour le calcaire, parce que c'est vrai que la problématique du calcaire dans l'eau, c'est une problématique qui est très présente au niveau de différents départements de la France, et qui génère non seulement des problématiques matérielles, c'est-à-dire l'obstruction des canalisations, comme on peut le voir ici, qui progressivement vont générer des problématiques de flux de l'eau, et puis après ça va également se retrouver dans les appareils électroménagers, lave-vaisselle, chauffe-eau surtout, et quand le tartre s'insère dans le chauffe-eau, ça s'empile sur les résistances électriques, et après, eh bien évidemment, ça fait que la résistance est obligée d'être activée beaucoup plus souvent, donc surconsommation d'électricité, puis évidemment des appareils qui vont avoir une durée de vie beaucoup moins importante, puisque quand la résistance est tout le temps sollicitée, évidemment le chauffe-eau au bout de 2 ou 3 ans il va claquer. C'est pareil pour les machines à laver, les lave-vaisselle, etc. Et la surconsommation dans les machines à laver, les lave-vaisselle notamment, de détergents, pour éviter que cette problématique du tartre, et que ça vienne s'entartrer sur les résistances, et pour avoir un bon résultat aussi au niveau du lavage. Donc, la problématique du calcaire est importante, et en fait, ce qui a été trouvé et mis en place majoritairement pour répondre à cette problématique-là jusqu'à maintenant, en tout cas ce qui est le plus connu, ce sont les adoucisseurs. C'est connu dans le domaine de la plomberie. Un adoucisseur, eh bien, c'est un appareil qui contient des résines synthétiques qui ont la particularité de capter les ions
calcium contenus dans l'eau, ce sont ces ions calcium qui forment le tartre. Là, on peut le voir à l'écran derrière moi sur la vidéo. C'est un adoucisseur, ça a cette forme-là, hein, c'est un bac. Et c'est très cher, c'est extrêmement onéreux. Aussi, oui. En plus. Il y a des résines. Et alors, effectivement, ça remplit bien sa fonction de capter les ions calcium. Et derrière, quand on n'a plus de calcium dans l'eau, ben, on n'a plus de problème de tartre et donc de calcaire. Mais par contre, ça a l'inconvénient que d'une part, on passe par une résine synthétique qui peut relarguer autre chose. D'autre part, on ne filtre pas l'eau, c'est-à-dire qu'on n'enlève pas les résidus chimiques qui peuvent être contenus dans l'eau. Et pour régénérer cette résine synthétique, on utilise du sodium. On voit l'image là, le sodium, c'est comme du sel de table. Et c'est ce sodium, en fait, qui, en se dissolvant dans l'eau qu'on va passer à l'intérieur de la résine, va venir capter les ions calcium. Et le problème, c'est que quand on fait repasser de l'eau dans l'adoucisseur, une fois qu'on a régénéré cette résine synthétique, eh bien, l'eau qui va passer dans l'adoucisseur, dans la résine et qui va arriver dans notre robinet, va contenir une certaine charge de sodium aussi, minime, mais quand même présente, qui, de ce fait-là, est déconseillée pour la santé et sur le fait aussi que la résine synthétique peut se charger de bactéries et d'autres. Donc, en fait, on retire un problème et on en ajoute un autre, quoi, en gros. C'est ça. Et ce qui est quand même assez étonnant dans cette histoire-là, c'est que les lieux qui reçoivent du public, dans lesquels des adoucisseurs sont installés, et sur lesquels, dans ces lieux publics, on peut avoir des points d'eau qui servent à la boisson, eh bien, ces lieux ont l'interdiction d'avoir une eau adoucie sur les points d'eau qui vont servir à la boisson. Ah oui, quand même. Alors oui, c'est ça. Alors que quand on installe un adoucisseur chez un particulier, si le plombier est bien informé, l'installateur est bien informé, bah, il fera un piquage en amont qui va alimenter le robinet d'eau de cuisine qui ne passera donc pas par l'adoucisseur. Mais s'il n'est pas informé correctement ou que pour lui, ça ne semble pas être une importance que les personnes ne boivent pas cette eau adoucie, eh bien, les gens boiront de l'eau adoucie, on va dire normalement, sans que personne se pose de questions, alors que pourtant, c'est interdit dans la législation française et dans d'autres pays de consommer des eaux adoucies. Extraordinaire. Donc, l'adoucisseur remplit bien sa fonction par rapport au fait d'éviter la problématique du calcaire, mais il ne remplit pas du tout sa fonction si on parle d'eau favorable à la santé sur les aspects physico-chimiques et aussi sur les aspects énergétiques de cohérence de l'eau. Et nous, ce qu'on s'est aperçu avec le système Amilo, comme on peut le voir à l'image, c'est que quand on redonne à l'eau ses propriétés vitales, ses dynamiques par le tourbillon et les différents éléments, eh bien, on va apporter à l'eau et aux minéraux qu'elle contient cette capacité de vitalité, de dynamisme qui va éviter que le calcaire vienne s'accrocher dans les canalisations et former le tartre. Et du coup, on évite la problématique principale du calcaire, liée au calcaire. Donc, on a encore des traces blanches qui vont apparaître, qui vont être présentes, mais qui vont s'enlever beaucoup plus facilement parce que le calcaire aura perdu cette forme-là qu'on appelle une forme de calcite. Ce calcite se sera transformé en aragonite, ce sont des particules plus fines en fait qui perdent la quasi-totalité de ses propriétés incrustantes. Donc on peut en fait de manière très simple éviter la problématique du calcaire sans avoir à passer par des outils complexes qui vont demander de l'entretien, de la régénération, du sel, de la consommation électrique, des surconsommations d'eau, etc. On s'aperçoit finalement, tu mets le doigt sur une problématique que l'on voit de plus en plus, c'est que les éléments les plus simples sont souvent les plus efficaces. Hein. On voit bien avec ce qui se passe avec la chloroquine qu'on a voulu plus complexifier par un vaccin. Hein. C'est plus compliqué, mais on préfère... Voilà, comment faire simple quand on peut faire compliqué. Là, c'est pareil, pour le traitement de l'eau, finalement, une cartouche à multiples stades de filtration et de revitalisation, parce que c'est important de voir que on enlève ce qui ne va pas, effectivement, pour ne pas surcharger le corps de ce qui ne va pas, mais en plus, on redonne de la vitalité par rapport à toutes ces canalisations à angle droit qui ont en tout cas retiré toutes les propriétés énergétiques de l'eau, on le précise encore. Donc, on va parler aussi, si tu veux bien, pour conclure, et il y a tellement à dire, hein, il faudrait faire 10 conférences qu'on n'aurait jamais fini avec l'eau, mais effectivement, les personnes demandent, par exemple, si ils te contactent, en combien de temps ils peuvent avoir leur système. Voilà, juste par exemple. À peu près, ça met combien de temps? Alors, chez Amilo, en l'occurrence, si on parle un peu de logistique, à partir du moment où une commande est passée et réglée,
Dans un cadre général et optimal et normal, en 7 à 10 jours, les personnes sont livrées. Bon, c'est vrai que maintenant, là, on est dans une période un petit peu particulière où il y a un ralentissement au niveau des réceptions, des expéditions et de la logistique parce que tout n'est pas tout à fait fluide et que beaucoup de personnes passent des commandes qui sont transportées par la poste et les transporteurs. Donc, il y a quand même un flux beaucoup plus important qui ralentit globalement l'ensemble du système. Mais pour répondre à la question, en général, une fois une commande livrée, c'est 7 à 10 jours pour une réception chez soi. Voilà. Voilà. Donc, c'est assez rapide. On le voit aussi. En ce qui concerne les eaux minérales, on va parler d'eau minérale. On va considérer qu'elles sont en verre. OK, on va pas parler de plastique. Dans ce cadre-là, qui serait d'ailleurs idyllique, c'est déjà beaucoup plus onéreux à l'année. Hein. Je le sais pour l'avoir. Avant ton système, je ne prenais que des bouteilles, des packs d'eau, et c'est vrai que ça revient beaucoup plus cher. Donc on parle de charger ou d'eau minéralisée très fortement ou très faiblement. Il y a une croyance qui dit que certains disent plus l'eau est pas super, hyper chargée, plus elle va nettoyer notre corps, parce que si elle est surchargée, elle ne se rechargera plus. En fait, si on voit les petits camions en fait qui transportent en fait les oligos, s'ils sont déjà chargés à bloc, ils vont pas nous détoxifier et nous nettoyer. Vrai, faux? Alors ça, c'est une très bonne question, mon cher Didier, et c'est une question qui effectivement est souvent posée, et c'est une thématique récurrente qui revient dans le domaine de l'eau. Pourquoi? Parce que d'une part, nous avons accès à des eaux plus ou moins minéralisées à travers les eaux embouteillées, puisqu'on peut trouver des eaux minérales embouteillées qui vont de 10, 20, 30 mg par litre jusqu'à plus de 5000, voire 8000 mg par litre. Donc il y a une disparité importante déjà des teneurs minérales sur les eaux embouteillées, et deux, parce que effectivement il y a eu des connaissances qui ont été amenées, entre autres par Louis-Claude Vincent qui a amené le bioélectronimètre, mais par d'autres, qui ont montré en fait que des eaux qui étaient fortement minéralisées avaient des impacts qui étaient moins favorables sur l'organisme que des eaux faiblement minéralisées. Louis-Claude Vincent analysait ça à travers son bioélectronimètre et le paramètre de la résistivité. Effectivement, il s'était aperçu que quand des eaux étaient de l'ordre de 100 à 200 mg par litre ou inférieur, eh bien, il avait analysé à peu près 1 millier de personnes en France, il s'était aperçu que les personnes avaient globalement une meilleure santé. Donc, il en avait déduit naturellement qu'il valait mieux consommer des eaux faiblement minéralisées. Pour autant, il est vrai que à l'origine, les eaux embouteillées minérales étaient vendues dans les pharmacies et préconisées pour leurs caractéristiques et leurs propriétés minérales. Ça, c'est une chose. Maintenant, c'est passé dans les supermarchés, dans le domaine public, sans qu'il y ait d'interrogation sur la qualité, la valeur ou la validité de la consommation de ces eaux-là, quelle que soit leur teneur. Mais par contre, si on se rend sur les sources thermales, les villes thermales, et là où on a des eaux thermales minérales embouteillées ou non, ou en tout cas, sinon sur les villes thermales dans lesquelles on peut consommer les eaux à la source et où ces eaux sont reconnues pour avoir des propriétés bénéfiques pour la santé, l'organisme, etc. Et ça, je peux en témoigner puisque j'ai fait des centaines de conférences en France et notamment dans des villes thermales, puisque autour de chez moi, dans l'Auvergne, il y a 17 villes, enfin, il y a 17 sources thermales, dont certaines sont des villes thermales comme Vichy, Bourbon-l'Archambault, Châtel-Guyon, La Bourboule, Le Mont-d'Or, etc., Évaux-les-Bains, etc., etc., et où j'ai donné beaucoup de conférences, et notamment à Châtel-Guyon, on a les sources les plus minéralisées d'Europe, c'est entre 7000 et 8000 mg par litre, et donc d'une année sur l'autre, comme je faisais des conférences dans ces endroits-là, et que les curistes reviennent d'une année sur l'autre, je revoyais des gens que j'avais déjà rencontrés dans mes conférences, et qui revenaient, et avec qui je pouvais discuter, et qui me disaient que effectivement ils venaient à ces sources et faire des cures parce qu'ils trouvaient des bénéfices pour leur organisme, et que après avoir fait leur cure pendant 6 mois, eh bien ils s'apercevaient qu'ils passaient mieux l'hiver, qu'ils étaient moins sujets à différentes sortes de pathologies ou de grippe, etc., que leur système immunitaire était plus puissant. Et évidemment, si on prend l'exemple de Châtel-Guyon, qui est d'ailleurs juste à côté de là où habitait Louis-Claude Vincent avec son bioélectronimètre, eh bien Châtel-Guyon, l'eau, qui est une des plus minéralisées d'Europe, 7 à 8000 mg par litre, alors que Louis-Claude Vincent préconise de 100 à 200 mg par litre maximum.
eh bien, quand même, je me disais, c'est curieux, puisque ces gens qui se rendent sur ces sources trouvent des bénéfices à consommer ces eaux matin, midi et soir, puisqu'une cure de 3 semaines, c'est une cure de boisson, où on boit l'eau à la source directement. Et ça m'étonnait, évidemment, d'un côté, on nous dit non, il ne faut pas de minéraux, et de l'autre côté, on nous dit oui, c'est bénéfique. Donc, interrogation. Évidemment, à force d'avoir bu ces eaux-là et expérimenté, en avoir vitalisé et réfléchi sur la question et de ce qu'est réellement le minéral, à un moment donné, j'ai compris, et l'évidence a été aussi celle-là, notamment d'ailleurs quand on se rend à Châtel-Guyon, mais c'est aussi le cas pour Vichy, et qu'on prend de l'eau à la source. Si vous mettez cette eau-là en bouteille, eh bien vous verrez en fait que dans la bouteille, l'eau est parfaitement claire, limpide, comme celle qu'on peut voir ici. Et puis si on laisse l'eau se reposer ne serait-ce que 5 à 10 minutes, on va voir un trouble apparaître, une coloration blanchâtre, jaunâtre, qui est liée en fait aux caractéristiques minérales de l'eau et au fait que l'eau a stagné en dehors de la source aussi pendant un certain temps. Et là, je me suis dit, ben oui, effectivement, il y a une nuance en fait entre l'eau prise directement à la source et l'eau en dehors de la source. Et effectivement, quand l'eau a parcouru des centaines, voire des milliers de kilomètres sous terre, avec ces dynamiques tourbillonnaires, qu'elle s'est chargée, déchargée de certains éléments, et qu'elle arrive, qu'elle jaillit à la source, l'eau a des propriétés particulières, l'eau et les minéraux qu'elle contient. Et à la source, ces minéraux-là, qu'on peut qualifier de dynamiques, ou le terme exact, c'est natif, eh bien, ces eaux-là ont cette capacité d'être facilement assimilables par l'organisme. On revient encore à l'aérodynamisme, justement, qui avait travaillé au départ. Oui. Tout à fait. Et en dehors des sources, quand cette eau-là va être mise en bouteille, qu'elle va stagner ou qu'elle va passer dans des canalisations, eh bien progressivement, en l'espace de quelques heures ou quelques jours, elle va perdre ses propriétés dynamiques. Et ces eaux vont être là, pour le coup, beaucoup plus difficilement, fortement minéralisées, difficilement assimilables par l'organisme. Donc oui, effectivement, quand on consomme des eaux minérales embouteillées, il vaut mieux consommer des eaux faiblement minéralisées, mais c'est pas en fait le fond de la question, n'est pas sur la quantité et la teneur minérale, bien toute proportion gardée, mais c'est surtout sur les propriétés dynamiques de l'eau. C'est-à-dire que si je revitalise de l'eau, même une eau minérale qui aurait 1000, 2000 mg par litre, ce qu'on aura d'ailleurs, cela dit en passant, jamais sur l'eau du réseau, c'est pour ça que cette question de la minéralité de l'eau, en ce qui concerne la boisson de l'eau du réseau, est une fausse question, une fausse problématique, parce que de toute façon, il y a un seul maximum légal qui est de 1000 mg par litre sur l'eau du réseau, qui n'est jamais atteint, puisque même sur des eaux très calcaires, on arrive difficilement à 400-500 mg par litre, mais sur des eaux normales, ou même des eaux de montagne ou des sols granitiques, on va être entre 50 à 100 mg par litre. Moi, je vois ici à Montluçon, on capte l'eau du Cher, donc qui est une eau de rivière. On est à peu près 130 mg par litre, 140 mg par litre. Et même sur des eaux très calcaires, on arrive à 200, peut-être 300 mg par litre. Donc, en fait, on n'est jamais très élevé en quantité minérale au niveau de l'eau du réseau. Donc, c'est une fausse question, c'est une fausse problématique, d'une part, et d'autre part, parce que, en fait, à partir du moment où je vais revitaliser l'eau, eh bien, je vais avoir une action sur l'eau et sur les minéraux qu'elle contient. Et là où il y a à un moment donné un gap ou une connexion qui se fait pas très bien pour ceux qui s'intéressent à cette question-là et qui considèrent qu'il faut absolument retirer les minéraux contenus dans l'eau, c'est la question de se poser de qu'est-ce que c'est que le minéral exactement, et de s'apercevoir que le minéral, c'est pas un caillou. Alors que l'idée souvent reçue, préconçue, on a cette image, oui. Voilà, on pense minéral, on pense caillou. Alors que le minéral, en fait, à ce niveau-là, on est déjà sur des dimensions, encore une fois, qui sont de l'ordre de celles de la molécule d'eau. Bon, un peu plus gros, mais c'est tout petit, minuscule. Et en fait, ce sont des charges, encore une fois, des charges électriques, électromagnétiques. Et en fonction de la vitalité de l'eau, eh bien, les interactions, les échanges et la cohérence de l'eau va faire que ces niveaux de charge également des minéraux vont fluctuer et vont les rendre facilement assimilables par l'organisme. Toutes les nuances, elles sont là. Donc, il n'y a pas tellement non seulement de problématiques par rapport au minéral, et du coup, tu faisais la confusion tout à l'heure entre osmoseur et adoucisseur. L'adoucisseur sert à enlever le calcaire, et l'osmoseur, qui est souvent préconisé du coup pour la filtration de l'eau, retire les éléments minéraux contenus dans l'eau. Et souvent, l'osmoseur est mis en avant comme étant un système fabuleux, merveilleux, parce qu'il enlève tout ce qu'il y a dans l'eau, y compris les minéraux qui seraient des charges néfastes pour l'organisme. Y compris ce qui est bon, quoi. Voilà.
Alors qu'en fait, ces charges minérales, elles sont non seulement, elles sont pas nocives, mais elles sont même intéressantes en termes de ce qu'elles apportent comme cohérence et comme structure au niveau de l'eau et même comme information à partir du moment où je rends ces structures minérales vitales, c'est-à-dire dynamiques et donc facilement assimilables par l'organisme. Alors, la question a été posée et ton site internet y répond parfaitement bien et clairement. Il y a 2 systèmes de filtrage principaux, hein. Après, vous renseignez pour les systèmes plus compacts, mais voilà, pour le système sous l'évier, le coût à l'année est de 37 euros, moins de 40 euros, c'est ridicule. Et quant au système de filtrage d'habitation, c'est en moyenne 100 euros par an, ce qui est vraiment très très peu. C'est pour ainsi dire rien du tout. Pour pouvoir, là, ici, de manière très intéressante, eh bien, pouvoir se laver aussi. On a vu l'importance et l'absorption par la peau lors d'un bain. On retiendra ce chiffre incroyable d'1 litre, hein, lorsqu'on prend de bien absorbé par le corps, par la peau. 1 litre, je savais pas, tu me l'as appris, donc merci pour ces informations. Juste, je vous signale qu'au passage, alors, le cercle de connaissances, vous pouvez toujours y aller. En ce moment, toutes les formations sont à moins 50% avec le code MAR50. Je vous laisse y aller. Le lien est dans la description. Sur des studios pour les différents masterclass qu'il y a à découvrir jusqu'à cette fin de semaine. Moi, je vous retrouverai demain matin, je vous retrouverai, je vais le redire, déconfiné après perspective astrologique avec Véronique Wagner. Nous aurons ensuite le 9, eh bien, nous aurons la cuisine végétale et crue avec Marie-Sophie. Sophie, elle. On verra aussi, et puis par la même occasion, tu vas répondre, ça me laisse une question. L'eau contenue dans nos fruits et avec lequel on cuisine a-t-elle une importance? Je pense que c'est oui, et on va voir pourquoi. Ça sera pour conclure cette émission. Et puis le 10 mai, les 4 piliers de la santé holistique, hein, avec Nelly Grosjean et Tal Chaleur. Voilà, donc ça va être une soirée assez explosive. Et lundi à 11h30, on se retrouve avec les maladies des enfants et leurs causes, avec Irène Grosjean. Voilà, un super programme pour la semaine. Je peux que vous convier à vous rendre sur Amilo. Hein, on peut le vendre tout à l'heure. Tu as parlé de l'étymologie, pourquoi ce mot Amilo, mais c'est vrai qu'on doit faire ami avec l'eau, justement. Donc je trouve que le jeu de mots est assez extraordinaire. Il suffit de rentrer en contact pour recevoir votre kit sous l'évier, que j'ai mis moi-même aussi. Et sans être un brin bricoleur, je l'ai vraiment installé facilement. Qu'en est-il pour la grosse installation à la source, justement? Est-ce qu'il faut appeler un installateur, ou est-ce que tu envoies des artisans qui sont spécialisés là-dedans? C'est une question aussi, ça. Oui, et pour ajouter un petit jeu de mots aussi, les amis de l'eau, Amilo, il a 1000 eaux. Ah, bah, le conte des 1001 nuits avec les amis de l'eau. Exactement, il y a 1001 manières de pouvoir installer des outils chez soi ou d'avoir des solutions qui correspondent à ce qu'on a chez soi. En général, c'est vrai que quand on positionne un système au départ de l'eau dans son habitation, majoritairement, on fait appel à un plombier. Et chez nous, il y a les deux possibilités. C'est soit d'acquérir un système complet hors pose et de le poser par soi-même ou par un ami ou peu importe. Mais si on se sent et qu'on a les compétences de le faire, ou sinon, on a une prestation pose incluse, ce qui permet aussi d'avoir une TVA à 10%. Et où là, on va faire intervenir un plombier du réseau ou même le plombier des clients, c'est possible, en lui indiquant ce qu'il y a à faire, ce qui est simple pour un plombier, et qui va faire lui-même l'intervention, qui est une intervention assez simple en fait. Oui, ça ne demande pas la pelle et la pioche et le tractopelle, hein, on précise. Hein. C'est plus gros, voilà. Ça rentre pas sous l'évier, mais par contre, c'est pas si gros que ça, quoi. Non, voilà. Et puis pour un système habitation, en fait, ça va demander, on va dire, 2, 3, 4 heures selon les complexités de l'installation pour le faire. Un système sous évier, qui plus est, si on le fait soi-même, effectivement, c'est simple. Et, oui, là, je confirme. Plus maladroit que moi, il n'y a pas. Je suis le Pierre Richard des clés à molette, donc il n'y a pas de souci avec ça. Une dernière question, Loïc, avant de clôturer. L'eau distillée, hein, dans tout ça, l'eau distillée, redynamiser l'eau avec l'eau de Quinton. Voilà, je ne sais pas quelle est la question, Didier. Et l'eau distillée dans tout ça, redynamiser avec l'eau de Quinton, tu peux poser la question, merci. Alors, je te pose la question, je te la donne telle qu'elle. Oui, ça fait d'ailleurs un petit peu le lien avec ce que tu disais, l'eau des fruits, des légumes. Est-ce que c'est intéressant? Oui, tout à fait. D'ailleurs, on retrouve souvent ces informations et ces questions dans ces
cercles et ces réseaux où l'optique principale est de consommer éventuellement des fruits et des légumes crus, ce qui est très bien, et où effectivement on va avoir une approche qui est plutôt une approche qui est celle des hygiénistes, notamment qu'on retrouve aussi dans la naturopathie, qui est de dire que l'eau est plutôt là pour ce qu'elle exporte de l'organisme plus que pour ce qu'elle apporte à l'organisme. Et cette vision-là, c'est une vision qui est plus, je dirais, matérielle de l'eau, où on considère qu'effectivement l'eau a une certaine charge, y compris avec ses minéraux, et que quand elle est chargée, eh bien, elle remplit moins bien sa fonction d'exporter. Mais en fait, dans cette vision-là, on a oublié le fait que l'eau a cette caractéristique fondamentale qui est celle de pouvoir se charger de manière énergétique et avoir une certaine cohérence et une dynamique, et que c'est cette dynamique-là, en fait, qui génère des échanges au niveau de l'organisme, des cellules, des éléments, et qui va apporter à l'eau de l'organisme sa capacité à créer des échanges, des interactions, et donc des phénomènes de métabolisation aussi des aliments et autres. Et c'est quand l'eau a cette dynamique et ces propriétés vitales et de cohérence qu'elle peut également mieux entrer à l'intérieur des cellules et remplir sa fonction de nettoyage et d'exportation. Donc en fait, cette qualité de l'eau et cette caractéristique qu'elle a de pouvoir nettoyer l'organisme, elle n'est pas tant liée au fait que l'eau soit vide en arrivant, plus qu'au fait que l'eau ait une cohérence et une capacité d'échange et d'interaction. Et cette capacité-là, elle est donnée par la caractéristique, qui est cette caractéristique dynamique ou vitale ou cohérente de l'eau, qui va lui conférer ses propriétés d'échange. Et les minéraux ne viennent pas interférer là-dedans, et je dirais, voire même plus, c'est que les caractéristiques vibratoires des minéraux peuvent générer des interactions d'échange tout à fait salutaires, bénéfiques et utiles au sein de l'organisme pour permettre à l'eau de sa fonction d'élimination, d'exportation. Donc l'eau distillée que l'on va ensuite revitaliser, reminéraliser par des minéraux assimilables qu'on va trouver dans l'eau de Quinston, etc. Oui, pourquoi pas? Je veux dire, c'est possible. Sauf qu'un distillateur, il faut le brancher sur le courant électrique. Alors même après, on va trouver des systèmes qui sont isolés, où on n'a pas de problème de charge électromagnétique etc. Mais pourquoi faire, encore une fois, simple quand on peut faire compliqué? Le distillateur, pour moi, ça reste un élément compliqué, parce que on va avoir une eau distillée en un temps, il va falloir 2-3 heures pour avoir 1, 2, 3 litres d'eau. Et ensuite, si je regarde moi l'utilisation par exemple de l'eau au cours d'une journée, entre ce que je vais boire, ce que je vais me servir pour nettoyer mes légumes, pour faire la cuisine, etc. C'est quand même une quantité d'eau de 10, 15, 20 litres par jour minimum pour ces utilisations-là. Eh bien, si je dois distiller toute cette eau-là, la revitaliser, la restructurer, à chaque fois en 2-3 heures de temps, je veux dire, l'idée générale de l'utilisation de ces outils, c'est faire des cures en général. Donc, je dirais, pourquoi pas, si c'est faire une expérience, de dire, je vais essayer d'avoir l'eau qui soit la moins chargée possible pour qu'elle puisse emporter le maximum, et faire cette expérience, pourquoi pas, sous forme de cure. C'est une expérience comme une autre et elle a son intérêt. Mais moi, mon optique, elle est plus de pouvoir apporter aux gens la possibilité d'avoir une eau qui soit favorable à l'organisme et sans molécules chimiques, et que ça soit durable, simple et pratique d'utilisation. Et pour ça, il faut des systèmes qui soient sur l'eau courante, où on ait un accès direct et où on n'ait pas besoin de remplacer des éléments, de faire tout un tas de processus autres. Oui, voilà, qui s'adaptent facilement. Ça me permet de répondre aussi, de faire un lien direct. Quelqu'un demande si le système se démonte. Oui, facilement. Le mien, je vais l'emporter. Il est très simplement, il n'est pas destructif sur l'élément principal. On a vu tout à l'heure, je vais pas vous remontrer le système, mais c'est juste une dérivation avec un adaptateur qui permet de ponctionner en fait l'eau du robinet et pouvoir avoir une eau sainement filtrée. Mais du coup, vous pouvez tout remettre d'origine, repartir avec votre système qui se met sous levier et l'installer de partout. Idem ensuite si vous prenez le gros système, hein, c'est possible. En général, on le laisse, ça donne à mon avis, si on revend la maison, une plus-value en général, de dire que c'est un plus. Voilà. Tout à fait possible pour les locataires aussi, ouais. Oui, entre autres, voilà, c'est pour ça. Donc il n'y a pas de destruction là-dessus. Au contraire, c'est évolutif, ça ne laisse pas de traces. Voilà, sachez-le. Loïc, je te remercie vraiment infiniment pour cette conférence, et
tous ces précieux renseignements, surtout, parce qu'on a vu tous les aspects. Une fois de plus, on en avait déjà fait une, mais les questions étaient différentes, les réponses aussi. Donc on voit que finalement, l'eau, qui paraît si simple et évidente, comme je l'avais dit au début, eh ben, elle n'est pas si simple que ça. On n'en a pas fini avec l'eau, effectivement. Tu as bien fait de le dire. Je vous invite vraiment à vous connecter sur Amilo et puis à vous renseigner. Et n'hésitez pas, même avant commande, eh bien, posez vos questions si vous avez le moindre doute ou des questions purement techniques. Vous voyez que Loïc a du répondant est là pour justement vous renseigner au maximum. Il se fera un plaisir de vous donner tous les renseignements nécessaires et vous aiguiller, que vous vouliez un système sous évier ou un filtrage d'habitation complet. Voilà, je vous laisse prendre la suite avec lui. Moi, je vous retrouve à partir de demain matin avec Véronique Wagner, astrologue, pour voir, après le déconfinement, les perspectives à venir et les défis qui nous attendent au niveau des influences planétaires. Est-ce que les astres sont avec nous ou pas? Bien ça, je vous laisserai le redécouvrir. Demain matin, c'est à 11h30 avec Véronique Wagner, superbe astrologue qui va, très dynamique, qui va nous parler de tout ça. Et oui, il y a un replay pour ceux qui demandent. C'est un replay gratuit. Je vous le dis pour ceux qui ne l'ont pas vu au début. Voilà, je vous invite à liker la page Facebook de Desstudios et puis à vous abonner sur ma chaîne YouTube. Hein, c'est gratuit, mais cliquez sur la petite cloche pour recevoir les notifications à tout moment. Et puis n'hésitez pas surtout, s'il vous plaît, de mettre un pouce bleu. Ça aide au référencement, en plus bleu comme l'eau. Donc ça, c'est génial et ça permettra en fait de faire profiter un maximum de personnes qui ont besoin finalement d'un système fiable, économique et surtout efficace et bon pour la santé pour tous. Je crois que pour préserver notre planète, il va falloir d'abord se préserver nous aussi par la même occasion. Et ça commence par boire une très bonne eau. On précise encore, hein, on le redit encore une fois, et je crois qu'on le redira jamais assez, nous sommes constitués de la plus grosse partie de notre corps, bien qu'on paraisse solide, on est plus fait de liquide que de solide. Et ça, je crois que c'est quelque chose qu'il faut bien ancrer et bien conscientiser dans notre tête, ce qui fait que tout ce qu'on boit est important. Donc la qualité de ce qu'on ingère, de cette eau qu'on remplace, qui doit être recyclée, eh bien, c'est important, c'est même primordial, c'est vital. Si vous voulez avoir une technique de longévité, elle commence par là. Si vous voulez vous faire vieux, commencez par une eau qualitative. Voilà, c'est tout ce que je peux vous conseiller, et ça, c'est juste de l'instinct et du bon sens, au-delà de l'aspect technique et de l'aspect bactériologique de l'eau. Le bon sens veut qu'on aille boire une eau saine, vivante et bonne pour notre santé. Voilà. Merci à vous tous, merci à toi Loïc, et puis à très bientôt. Au revoir, tu restes en ligne, toi, Olivier, on coupe pour les autres, et puis on continue, c'est un privilège que j'ai. Au revoir tout le monde, bonne soirée.